si on ne conserve pas les mangroves, il n'en restera plus rien d'ici 2040. C'est dans la boîte, monsieur Nguema. Je crois qu'il est temps que tu commences à travailler dans l'entreprise. Le bois, c'est pas mon domaine. Et c'est quoi ton domaine au juste? La vidéo? Si vous ne régularisez pas votre situation, une saisie sera certainement pratiquée. Ezekiel, nous sommes des Bantous. Un chef n'avoue jamais ses faiblesses. Il a besoin de toi. Prends tes responsabilités, même si cela implique d'abandonner tes rêves. Bienvenue dans l'entreprise, fiston. Ton premier boulot consistera à aller au village, à Guimau aussi. Tu superviseras une étude avec mes ingénieurs. Limite-toi à faire le sale boulot de ton père ici. Et ne touchez pas à Bigoussala. C'est une forêt sacrée. Votre famille n'a pas le droit de priver toute une communauté de quelque chose d'aussi précieux. C'est demain que l'exploitation de la forêt de Bigoussala va commencer. Tu veux juste poursuivre ton rêve. Alors que tu pourrais servir une cause bien plus grande pour ta propre communauté. Et toi, si tu manges à ta faim et que tu arrives à faire ce que tu veux, c'est grâce à ce bois. Je suis Diambo Goutsinga. Je suis le chef de ce village. Nous sommes des Bantous, des pygmées. Tu nous appelles comme tu veux. Ce sont tes ancêtres Gishir qui nous ont baptisés Gisasako. Nous vivons dans cette forêt sacrée de Bigoussala depuis la nuit des temps. Pourquoi tu as fait chasser les Gisasako de la forêt sacrée? Mais depuis quand tu me parles sur ce ton, toi? Écoute, de toutes les façons, ton père a un permis forestier sur les terres squattées par les Gisasako. Il est libre de les chasser. Tout ça à cause d'un malentendu qui est vieux depuis 40 ans. Quand je me suis rendu compte... Yes. T'avais aussi mangé l'esprit? On était là sur le trailer de... Afrotopia, le film de l'heure. Tout le monde en parle, tout le monde... D'ailleurs, on vient d'apprendre de la bouche de David que c'est sold out. Donc, félicitations déjà pour ça. Merci. Félicitations à toute l'équipe. Hein. Clairement. Merci. Afrotopia est le film très attendu. Et je pense que les gens ont hâte d'avoir un signal qui pourrait peut-être indiquer un retour du cinéma gabonais. Amen, Bassé, gloire à Dieu et gloire aux ancêtres. Ouais, un vrai retour, parce que des longs métrages de bonne facture, je crois qu'il n'y en avait plus vraiment. Exactement. Et aujourd'hui, ce sera peut-être un boost pour des autres réalisateurs. Et on pourra avoir aussi tout le temps des nouvelles sorties comme ça. En tout cas, bien, bravo à l'équipe. Exactement. Vous l'aurez compris, on est avec l'auteur, n'est-ce pas, de ce film, Monsieur David Mboussou. Alors je dirais l'un des co-auteurs parce que nous sommes trois à l'avoir écrit avec Nicolas et Olivier Messin. Olvers. C'est ça, Olvers. Dédicace à Olvers. Et ce qui est intéressant justement dans le fait d'avoir écrit à plusieurs, bon, quoique effectivement on me demande est-ce que c'est biographique parce qu'on voit parfois des éléments, c'est parce que c'est une idée originale, mais justement, l'intérêt de l'avoir écrit à plusieurs, c'est que c'était intéressant que d'autres Gabonais aient une interprétation des sujets aussi qui sont dans le film. Parce qu'on parle de patrimoine culturel. Tout à fait. Le patrimoine culturel et naturel, c'est pas quelque chose qui engage une seule personne. Et on voulait faire un cinéma auquel plusieurs personnes pouvaient s'identifier. D'où la touche apportée par Olivier Messa et Nick est là. Que je salue d'ailleurs Olvers au passage. En tout cas, on a l'équipe pas complète, mais on a aussi... Nick est là. Écoute, Franck Arnaud Meunier, bonjour. Merci. XL au mic, toujours triple XL maintenant. Bonjour ça. À vous les gars, merci de nous recevoir ici. Tout le plaisir est pour nous. Vraiment le plaisir est pour nous. Qu'on y pensait, donc on est content que ça se réalise aujourd'hui. Moi je suis quadrillé par l'armée d'élite du podcasting gabonais. Et tu vois... Moi je découvre le cadre. Ah ok, mais ce qui est bien, tu sais ce que je viens de faire là. Tu nous as déjà présenté en fait. Ah. C'est bon, tu nous enlèves ça depuis. Non, mais bon. Écoutez, je vois le film, vous comme tellement. Donc tu as fait le job. Bienvenue dans les locaux de Ultimate Factory qui abrite le Crossover Podcast. Donc voilà. On a pensé que c'était important parce que le cinéma gabonais n'est pas forcément aujourd'hui suffisamment mis en valeur. Donc on a l'occasion de recevoir quelqu'un comme toi qui est encore actif, qui est un jeune et qui est actif et qui réalise des films. Ben ça nous fait plaisir. Nick aussi est quelqu'un qui a un pied dans la musique, un pied dans le cinéma, un pied dans tellement de choses. Donc voilà.
À ce rythme-là, c'est plus un pire. Hein. C'est une pieuvre. Merci de nous accueillir. Merci aussi de servir de caisse de résonance, pas que pour moi et pour d'autres artistes. Et c'est important de le dire parce que rien que le film Afrotopia, c'est une conjugaison de plusieurs arts. Dedans, il y a des acteurs du théâtre, il y a de la scénographie. C'est un film qui met aussi en valeur l'écotourisme. Tout cela, je le mets dans le champ de la culture et des industries culturelles et créatives. Et pour que ce narratif soit amplifié, il faut que des personnes en parlent et en parlent bien. Donc merci pour le travail que vous faites à ce niveau. Moi j'ai une question. Juste pour les points de convergence, il a cité, il y a des gens du théâtre, du cinéma, mais aussi de la musique. De la musique. Le point de convergence avec musique. Crossover. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... En fait, ce sont des vases communicants, tous ces domaines culturels en question. Mais avant qu'on avance, je voulais aussi remercier l'équipe technique à Ultimate Factory qui nous permet d'être là. Parce que souvent, ce sont les oubliés de la production. Merci. Merci en tout cas de nous recevoir ici. Moi, la question que je voulais poser, c'était celle-là. Comment on arrive à écrire un film à 3 ? Alors... Il commence, le réalisateur commence. Allez-y. Non, vas-y, tu sembles avoir une inspiration que je ne veux pas couper en plein vol. Et ne t'inquiète pas, je serai là pour surenchérir. Non, mais c'est... je pense que tout part de ce que David a expliqué. C'est déjà, il faut être dans le même état d'esprit. On a le même amour des choses qu'on aime voir. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on vient du même endroit, le Gabon. Les thématiques dont on parle dans Afrotopia qu'on développe, en fait, c'est pas des thématiques propres à ni David, ni à moi. Et d'ailleurs, il disait que souvent, il demande est-ce que c'est biographique. Moi, il y a certains qui me disent ah oui, Nick, ça, je sais que c'est toi, ça. Non, je pense pas, non. Donc, tu vois, il y a des réalités que tout le monde vit au Gabon. Par exemple, tout le monde vit, je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas eu de cours. Hein. Tout le monde vit mon enfant à l'école, etc. Bref, tout le monde vit. Avec mes parents, on se comprend pas. Et en fait, ces thématiques qui sont nos thématiques de notre époque-là, on essaie de les encapsuler d'abord en idée, et après maintenant effectivement il fallait le mettre au propre. Donc ça c'est parti de David, une note conceptuelle de David, une grosse note. Bon, on va essayer David de me connaître, ça je vais vous dire. Parfois je taquine un peu hein, parce que il ne sait pas faire simple. Attention, je taquine aussi. Ah oui. En fait je lui dis David, mais tu veux faire un film depuis, mais c'est quoi tes idées? Attends, donne-moi 2 secondes. Et il sort une note conceptuelle de, je sais pas, 6 pages, 8 pages. 8 pages. Comme ça ? Comme ça. Et c'est en fait ça qui a été la base de notre conversation et qui a après donné la suite sur mon travail à moi de scénarisation. Alors il faut dire que cette inspiration que j'ai couchée sur notre conceptuelle ne s'est pas déclenchée le jour J. C'était le fruit d'une introspection. Ça faisait déjà plusieurs années que je m'interrogeais et que de façon... presque compulsive, j'écrivais sur mes notes Gabon, nature, culture. Ça revenait, je notais littéralement Gabon, nature, culture, comme une obsession qui m'habitait et comme le besoin de décortiquer, de comprendre quelque chose qu'il y avait à comprendre au sujet de l'enracinement, du déracinement, de la perte de certains repères culturels, de la diabolisation aussi de nos rites et coutumes qui, selon moi, ont conduit au fait qu'on s'est mis à se projeter dans un idéal de société qui était plutôt le fruit de quelque chose d'importé, plutôt que quelque chose qui aurait été la continuité d'un projet organique de société, même de projet organique, parce qu'il y a plusieurs tribus, clans, micro-sociétés qui forment la société gabonaise. Bien sûr. Et donc, lorsqu'il a s'agit justement, à un moment où... limite, je n'étais plus sûr de vouloir continuer le... C'est comme ça que tu dis ça? C'est comme ça que tu appelles ça? Il devait être chaud. Hein. Il ne voulait plus. Il m'a dit, écoute, fais l'effort de toutes tes idées, de les concentrer sous forme d'une note. Ouais. Et moi, mets-moi au défi de te revenir. Donc, il m'est revenu une fois que je lui ai fourni cette note conceptuelle, en ayant apporté des éléments narratifs qui permettaient de constituer une histoire qui s'inscrivait à la fois dans un paysage d'arrière-pays et un personnage urbain. Et on a essayé d'identifier dans nos familles, dans nos environnements respectifs, des figures qui revenaient, auxquelles tout un chacun pouvait s'identifier. La figure du patriarche, la figure des ancêtres. Donc des archétypes comme ça, auxquels on peut s'identifier, des sujets. La sorcellerie, les accusations de sorcellerie, l'homme de tradition, etc. L'oncle, etc. Mais vas-y, je t'en prie. Oui, et dans le même sens, en fait, quand je vois la note,
bon, on discutait déjà beaucoup, peut-être depuis une année, un an et demi. En fait, quand je vois la note, c'est un peu facile pour moi parce qu'en même temps, si tu te souviens, je développais une série qui s'appellerait Bandit, sur un jeune qui vit dans l'urbanisme et qui de là a des choses qu'il voit. Et donc quand je vois sa note, je me dis, mais c'est terrible parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'histoire que je gribouillais, j'avais pas mal de notes, correspond à sa note. Ça veut dire que lorsqu'on te disait c'est encore toi, ça, ils n'avaient pas tort. Non. Mais ça concorde avec ce que tu dis que tu faisais avec Bandit. Exactement. Et quand on voit le rapport avec Afrotopia, ce que vous avez écrit, le petit stéréotype qu'on t'a collé là, que c'est encore toi, mais maintenant, bien. Ce qui était intéressant, c'est que je me suis dit, c'est vraiment comment je vais me mettre dans la peau de David, comment je vais limite être sa main, mais avec mon esprit. Ou alors son esprit, mais avec ma main. Donc c'est ce mix-là, etc. Parce que je voulais que ça ressemble à son histoire, mais justement que ce ne soit pas une biographie ni de lui, ni de moi, mais un cliché de notre époque. À notre époque, les jeunes de notre époque vivaient ça. Voici une photographie, quoi. Voilà, voici les problématiques qu'on avait, voici les enjeux qu'on avait, etc. Et voici comment, par exemple, je pense que nous tous on est d'accord, la question de la quête spirituelle, c'est une quête que nous tous on a. Voilà. Chacun à son niveau, hein. Vraiment, c'est pas une histoire de tradition, non. Chacun se recherche spirituellement. Je pense que c'est l'époque qui le veut. De la même manière, le rapport intergénérationnel, je pense que c'est quelque chose que chacun vit à son niveau. Avec un père, une mère, un grand-père, un oncle, etc., un grand frère. Et en fait, c'est des choses au Gabon, on le vit d'une certaine manière que je pensais qu'il était importante et intéressante de mettre en avant. D'accord. Et pour revenir à la question de c'est comment d'écrire à plusieurs, parce que justement, lorsque Olivier Messa est arrivé dans l'histoire justement pour apporter sa touche de professionnel maintenant, plus qu'une touche, une active et fondamentale et majeure implication en tant que scénariste qui a contribué à fournir l'ossature de l'histoire et à la mener jusqu'à son terme. Eh bien, les sujets en fait étaient évidents pour nous. Il n'y avait pas vraiment matière à rediscuter de ce qui est une évidence. Et je pense que c'est ce qui va être intéressant pour le public gabonais, c'est que beaucoup vont se reconnaître. Alors, le processus a pris combien de temps entre le moment où tu décides de faire ce film, quand les autres embarquent dans l'aventure, le développement et tout ça jusqu'à aujourd'hui? Si je dois compter les années depuis lesquelles je griffonne sur mes cahiers cette idée de raconter le retour aux sources d'un Gabonais déraciné, je dirais 10 ans. Mais le moment où finalement on prend la décision de l'écrire en scénario et de se dire, bon, ce ne sera pas un documentaire, ce ne sera pas une série, ce sera un long métrage, c'était il y a 5 ans. Novembre 2019. Novembre 2019. Et nous, on a les... Donc, aux apprentis réalisateurs, là, sachez que ça peut prendre du temps. Hein. Donc, le moment où l'idée germe et le moment où elle se matérialise concrètement. Et il faut se dire que, comme disent les sages, rien de durable ne vient facilement. C'est clair. Mais le process a duré 5 ans. Et c'est quoi? Dans le process, on doit... La conception, l'idée, la conception, l'écriture et les fonds, tout ça là, c'est ça qui a duré 5 ans ou bien c'est... Je dirais qu'il y a eu 2 ans d'écriture, à peu près. 2 ans durant lesquels on a tenté une approche de production classique, c'est-à-dire qu'est-ce que fait un réalisateur africain généralement qui a certaines prétentions, certains standards. Il cherche une coproduction avec des coproducteurs internationaux. Malheureusement, cette option n'a pas prospéré. Et donc, il a fallu se résoudre à essayer de faire un film avec les moyens les plus immédiatement accessibles. Et généralement, lorsque l'on regarde... Exactement. Et généralement, lorsque l'on regarde les itinéraires de réalisateurs, notamment leurs premiers films, c'est souvent des films qui parlent de leur environnement et qu'ils ont fait avec justement les moyens les plus immédiatement accessibles. Et donc, cette période de recherche de financements internationaux pour se dire on le fait avec des moyens plus locaux, ça a duré 2 ans. Et ensuite, je pense que la dernière année, ça a été celle de la préparation du tournage, puis du tournage qui a duré 7 semaines et ensuite du montage. D'accord. Et maintenant, si on a une vision plus dans le côté de l'invisible, en vérité, c'est comme si le film, le pays, les entités d'ici nous disaient vous êtes des menteurs. Vous n'allez pas produire ce film de la manière dont vous voulez, genre je caricature, mais un étranger ou un occidental va venir vous sauver. Vous allez devoir prendre votre propre responsabilité et aller jusqu'au bout. Vraiment, c'est comme ça, parce que nous,
on aimerait bien faire comme tout le monde fait. Mais au final, on se retrouve à faire comme Afrotopia a voulu, quoi. Et ça, c'est un... C'était ça ou rien, au final. Il n'y a pas le choix. Bon, j'ai une autre question. Bon, souvent, quand je regarde un film, on donne le montant de la production du film. Et après, après que le film soit en salle, on va dire voici les retombées. Bon, pour l'instant, on ne peut pas parler de retombées parce que ça sort le 27 et le 29. Mais c'est également difficile de donner finalement un montant quand il y a eu quand il y a eu une grosse part de contribution aussi qui était quasiment en fait bénévole. Pas quasiment, mais il y a beaucoup de personnes que je ne pouvais rémunérer qu'avec des moyens symboliques. D'accord. En fait. Et ses beaux yeux bleus. Et tout mon charisme qui semble exercer un certain charme sur sa personne. De toute évidence, il a remarqué. Ça doit vanner sur votre plateau. N'est-ce pas? Ça doit beaucoup vanner sur votre plateau. Parce que si je donnais le coût de ce film, non pas que je ne veuille pas en parler, quoique l'argent est devenu tabou dans notre pays, mais c'est plutôt que ça donnerait un indicateur à des personnes qui voudraient rémunérer à des techniciens gabonais des sommes finalement qui ne correspondent pas à la réalité de ce que coûte un film. Si vous me demandez combien coûte ce film, considérant tout ce qui a été mis, je ne sais pas, sous d'autres cieux, ça coûterait énormément d'argent. Mais là, grâce aux efforts des uns et des autres... La bonne volonté de tout le monde. Ouais, parce que personne dans la production n'a été payé. Même lui, il n'a même pas été payé, pour commencer. Donc, personne n'a été payé. Et surtout, c'est là où tu vois que... Au début, tu parlais d'intelligence collective. Moi, je pense qu'à Afrotopia, on a... Et on en parlait même au début, quand on n'avait pas encore écrit quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut faire un film sur l'intelligence collective? Et ce film, au-delà de, comme je dis, son intelligence, ou mon intelligence, ou mon talent, chacun a amené ces choses. Et surtout quand on se disait, là on ne peut pas, on n'a pas la possibilité. Quelqu'un disait, bon, oubliez l'argent, ça on va le faire pour vous. Mais si on donne le vrai prix, c'est beaucoup plus. Mais surtout, il faut se dire qu'aujourd'hui, l'audiovisuel est de plus en plus accessible. La caméra qui a été utilisée, c'est une Sony FX3 qu'on a pu obtenir grâce à la subvention d'un projet de l'ambassade de France pour lequel l'ONG avec laquelle on travaille, Gabon Terre Avenir, s'occupe de la production audiovisuelle de contenu en rapport avec l'employabilité sur un projet qui s'appelle Initiative Jeunesse Autonome. Donc on a pu avoir une acquisition de matériel qui semble être un matériel, comment dire, comment le qualifier? Certains pourraient caricaturer en disant tu as fait le film avec un appareil photo. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont des appareils qui coûtent de moins en moins cher et qui ont une qualité remarquable. Tout ça pour dire quoi? On a vu même à Hollywood plusieurs gros films. C'est quoi le film avec le fils de Denzel qu'il a sorti dernièrement? C'est la même caméra avec laquelle ce film a été tourné. Voilà. Exactement. Et vous vous en souvenez parce que justement, ils ont fait des articles en disant qu'aujourd'hui, il y a du matériel qui est de plus en plus accessible. Mais de toute façon, après, j'ai souvent envie de dire que les caméras, c'est une chose, mais après, il y a tout le reste. Tu as l'éclairage et tout ça qui interviennent et qui font parfois la différence, parce qu'on voit des gens qui travaillent des fois avec les mêmes... Non, mais c'est clairement pas la caméra. Idriss, t'as pas ton micro. On parle technique, là. Tu devrais intervenir. Non, mais c'est pas la caméra, parce que, par exemple... ton rôle. Par exemple, tu vois, je dis, tu prends la même caméra, tu le donnes à beaucoup de personnes. Bon. Ça peut donner deux résultats différents sur le plan technique. Il faut sa sensibilité, il faut tout son background, etc. Il faut le mec qui fait les lumières. Moi, vraiment l'importance des lumières est vraiment sous-côté. Dédicace à Franck Onouvier, le meilleur qu'on ait dans ce domaine et qui a fait ça sur le film. Cédric Songani également, directeur photo. Ça, c'est nos grands qui nous ont vraiment... Dédicace à Franck. Et il faut avouer que effectivement, au-delà de l'équipement, il y a déjà toutes les ressources humaines à coordonner. Il y a je sais pas, il y avait plus d'une 50aine de personnes. Sur le plateau. Tous les jours, 6 jours sur 7. Il y a un planning à tenir. Il y a pour les acteurs des textes à apprendre. S'assurer lorsque l'on filme de la cohérence du scénario pour ne pas se retrouver au montage avec des faux raccords ou des images qui ne font pas sens. Il faut ensuite savoir comment mêler le son avec l'image. Il faut gérer les humeurs des personnes qui travaillent intensément pendant 6 semaines. Là, il faut gérer avec un début de plateau. Parfois, il fallait être sur le plateau à 6 heures. Et parfois, on finissait tard le soir. Et il faut avoir un mental. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a guidé
ton choix au niveau des acteurs, est-ce que c'était, je sais qu'il y avait forcément de ça, la compétence réelle de la personne à pouvoir jouer le rôle en question. Est-ce qu'il y avait aussi le côté, cette personne-là aussi va faire preuve de bonne volonté, ou vraiment tu t'es concentré sur la capacité réelle de rentrer dans le rôle en question? Non, je suis allé vers ceux qui pour moi étaient les meilleurs. Ouais. Et aussi ceux qui m'inspiraient aussi par rapport aux caractéristiques des personnages. Excuse-moi, comment tu as convaincu Papa Marcel de venir jouer dans ton film? Quel a été ton pitch? Il a parlé de son charme légendaire. Explique-nous un peu comment ça a fonctionné cette fois-ci. Bon, déjà, moi, je ne le connaissais pas. D'accord. Je dois avouer que c'est une figure du cinéma gabonais que je ne connaissais pas. D'accord, très bien. Dont m'a parlé Olivier Messa, justement, le co-scénariste. Et il m'a dit, écoute, tu dois rencontrer cette personne. Et je l'ai rencontré. Déjà, il dégageait un charisme qui m'a tout de suite parlé. On a abordé certains thèmes. On est allé, en fait, si je puis dire, dans des sujets en rapport avec la métaphysique du film. Quand je dis métaphysique du film, c'est que le film est le reflet d'une métaphysique, et la métaphysique, si je puis dire, traditionnelle. Qu'est-ce que je veux dire très concrètement par là? Lorsque j'assiste pour la première fois à une cérémonie traditionnelle, ce qui me frappe, c'est de constater l'ordre et l'harmonie. Grâce à des hommes et des femmes qui orchestrent un cérémonial, et j'aime à le répéter à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, de façon quasiment militaire, ordonnée, synchronisée, avec un sens des couleurs, des odeurs, de la gestuelle, avec un fond mythologique, parce que c'est l'histoire du monde qui est dite, qui est exprimée par les chants, par la danse, avec une résonance thérapeutique. En fait, c'est un enseignement du vivre ensemble. C'est aussi ce qu'on appelle un art total, parce que dans ce cérémonial, on aborde tous les aspects de la vie. Et je me suis dit, mais comment retranscrire cette expérience de l'harmonie dans un projet contemporain? Et pour moi, le médium du cinéma était le format le plus accessible, parce qu'il s'agit de réunir des êtres humains, de leur communiquer une intention et s'assurer qu'ils s'accordent autour d'une vision qui forme un tout cohérent. Et pour moi, c'est ça le défi du vivre ensemble, en fait, quels que soient les projets. Le projet, c'est la survie du projet dans un environnement collectif. Donc, il ne s'agissait pas simplement pour moi et pour nous de dire un message au sujet de la forêt sacrée, qui est un des thèmes principaux du film, des traditions. Le déracinement, etc. Exactement. Il s'agissait de réaliser une performance, de réussir en tant que Gabonais, se dire collectivement, on est capable d'avoir une ambition d'une certaine dimension, et en se concentrant, en se coordonnant, on va pouvoir y arriver. Donc, ce sont les aspects suivants dont j'ai fait état à Marcel Sandja lorsque je le rencontre, lui expliquant également personnellement en tant qu'individu quelle est ma philosophie aussi de vie. C'est ce qui est intéressant avec toutes les personnes d'ailleurs avec lesquelles je me suis accordé, c'est de m'assurer qu'il y avait une forme de convergence spirituelle en fait. Parce que c'est un film engagé d'une certaine façon. C'est un film qui prône la valorisation de nos identités profondes, lesquelles identités sont stigmatisées. Donc il faut pouvoir consentir à mettre en valeur ce patrimoine. D'accord. Et donc du coup, une fois il t'a cerné, une fois qu'il m'a cerné, en tant qu'homme, et ensuite il a cerné ton projet, j'ai quand même demandé à faire à ce qui passe un essai. Parce que une audition quand même. Une audition, oui. Donc tu as castingé Monsieur Marcel Sandja. Les enfants là, non, les enfants sont impolis, tu sais. C'est pas une question d'être bon ou pas bon. Est-ce que les énergies correspondent à ce qu'on voit à l'écran? Parce que, comme on dit, on fait un métier qui se voit caméra, tu vois rapidement, ah oui, il correspond pas, etc. Non, je pense que c'était plus dans ce sens-là. Loin de nous le fait de... Mais j'ai été très, très heureux, vraiment très fier de le découvrir. Je me rappelle à un moment donné, lorsque je suis sur le tournage, en train de me dire, mais pourquoi rêver de tourner avec Robert De Niro quand j'ai Marcel Sandja? Parce que je prenais un pur plaisir à travailler avec lui. À le diriger, entre guillemets. Exactement. Et il avait l'humilité, l'ouverture de se laisser diriger par quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. Et dans la performance collective, ce qui est vraiment magnifique dans Afrotopia, quand je parlais de différentes générations, pour moi, on a au moins 3 générations du cinéma. On a donc ces anciens, on peut mettre Marcel Sandja,
On peut mettre Jean-Claude Paca, bien sûr. Marie-Michel Zouang. Père à son âme, Monsieur Le Capistran également. Oui, pas à son âme, même si pas de casting et pas à son âme. Ouais. On a une génération juste en dessous qu'on peut dire, et on a la nouvelle génération des petits Warren Mobo qu'on ne connaît pas, Gadim, Fono, donc Black Choco, Alouman, Tommy Tom. Donc en fait, une belle brochette. Une belle brochette, ouais, une belle brochette. Un bon méchoui. Avoir toute cette brochette-là, avoir toutes ces générations-là, ça a vraiment donné en fait. Moi j'aimais les anciens parce qu'ils ont montré aux plus jeunes, sans dire un mot, voici comment on est sur un plateau. En fait c'était une, je sais pas si vous vous souvenez un peu le basket, les vétérans, le rôle des vétérans de l'équipe NBA. Une transmission. Comment être professionnel, tu vois. Voici comment on vient sur un plateau, je parle pas, je me prépare, on s'entraîne à deux, et franchement moi je regardais ça, je disais... La transmission silencieuse on va dire. Ouais, et c'était magnifique en fait parce que non seulement transmission vibratoire chaud pour le faire, et les nouvelles générations étaient chaudes pour le recevoir. Et ça a donné une synergie, une cohésion, etc. Franchement, moi je pense que c'est l'une des plus grandes fiertés que... Comme il dit, j'ai jamais entendu, et je mets au défi, personne n'a jamais eu un problème de « oui, je veux pas jouer comme ça », tu vois, les trucs de diva dont on entend. Non, sur le plateau, tout le monde était à la disposition, non pas de David directement en tant que personne, mais du réalisateur qui porte le film Afrotopia pour lequel on met nos esprits à l'intérieur. Et c'est vraiment... On dit que les Gabonais ne savent pas travailler ensemble, moi je dis toujours que c'est faux. Et Afrotopia est une preuve supplémentaire qui le montre. Tu vois, il faut juste qu'on ait le projet qui nous réunisse et où chacun peut mettre son esprit. Alors, le film est tourné principalement à Libreville et ses environs, c'est ça. D'accord. Notamment l'Arboretum, Raponda Walker. À Libreville, au Cap Estérien, c'est deux villes différentes, non? Il faut être précis, c'est deux villes différentes, deux communes différentes. Libreville et Akanda. C'est pour ça qu'il a dit Libreville et ses environs. Exactement. Non, mais c'est les gens de Libreville intramuros, c'est ceux qui ne reconnaissent pas les autres Libreville. Moi, je suis un gars du Vieux-Elbeuf. Moi, je suis dans mon truc d'Akanda. Non, mais du coup, le tournage en lui-même, parce que tu nous as parlé on a parlé de tout le processus. Le tournage pur en lui-même a pris combien de temps? 6 semaines. 6 semaines. Ah, donc ça va. En saison des pluies ou saison sèche? On était, avec les saisons qui sont déréglées, on était en... En tout cas, on était en fin d'année. Non, mais surtout, on était... il y a un an. À cette période... Est-ce que les conditions météorologiques ont eu un impact en termes de... C'est ce que je voulais savoir, en fait. Il y a des moments où la pluie est intervenue, mais... bon, après, maintenant, ça relève des croyances de tout un chacun. Mais le film a été mûri, très sincèrement, de sorte à être en accord avec la nature. Parce que c'est un film qui parle du rapport sacré à la nature. Si bien que lorsqu'il y avait des intempéries, malgré le fait que dans le cinéma, lorsqu'il y a des intempéries, c'est supposé être une grosse source d'inquiétude, parce qu'on passe plus de temps. Et les machines et tout ça. C'est plus d'argent, même si les gens consentent, ils sont quand même un minimum rémunérés, et c'est leur temps. Donc en production, le temps, c'est de l'argent. On aurait pu se stresser de voir certaines intempéries, mais finalement, personnellement, ça ne m'inquiétait pas parce que je me disais, si là, la nature veut que l'on s'arrête, c'est sans doute que derrière, il y aura un autre agencement. Et il y aura d'ailleurs une des... Pour moi, c'est peut-être ma scène préférée d'Afrotopia, qui est une scène d'ailleurs initiatique, avec Jean-Claude Paca et Tis Warren Mombo. Que je n'aurais pas pu visualiser parce qu'elle est le fruit de ce que la nature nous a donné. On voulait tourner le matin, la pluie nous a forcé à tourner de nuit. Donc la scène a tout de suite pris une dimension plus mystérieuse, plus spirituelle. On a dû utiliser le feu. Et comme ça, j'ai vu en fait différents éléments s'assembler, différents membres de l'équipe apporter à ce moment-là des composantes qui ont fait que j'ai vu littéralement à ce moment, j'ai vu la magie du cinéma parce que j'ai vu le film se réaliser par lui-même sous mes yeux. Et ça, c'est merveilleux en fait. Et du coup, les intempéries ont été de concert avec nous, si je puis dire. Et pour aller dans ce sens-là, super anecdote aussi, je tease aussi un peu. La dernière séquence du film, enfin en tout cas la dernière séquence qu'on tourne, pas dans le montage, mais dans le tournage. Donc après 7 semaines, on est cassé, fatigué, etc. On arrive, il pleut. Donc, c'est-à-dire qu'on a été entrecoupé toute la journée. Et là, orage et éclair. Orage et éclair. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'à un moment donné, la pluie se calme. Comme il disait qu'on avait la nature avec nous. On tourne une séquence. Et vous, les gens le verront dans le film, justement, à un moment donné. Il y a tonnerre, il y a éclair.
mais c'est pas des effets spéciaux. C'est la nature qui nous donne ça, en même temps le bon tonnerre, c'est rentré dans le son, et en même temps le bon éclair, c'est au moment où il y a un climax incroyable, etc. J'imagine que vous avez dû voir ça comme un signe. Non mais moi, quand il y a ça, je me souviens, on tourne, je me dis à David, est-ce que tu vois, Je l'ai d'autant plus vu comme un signe que ma société de production s'appelle Mavikana Productions. Mavikana, c'est le nom de mon arrière-grand-mère côté maternel. Elle était Guissir. Et dans Mavikana, il y a le terme Ka. Et le Ka dans le Bwiti, c'est la foudre. Donc, c'est aussi l'équivalent du Ki, l'énergie vitale. Et donc, quand à ce moment-là, il y a une manifestation du Ka qui s'inscrit dans le film au climax, c'est-à-dire le moment littéralement le plus intense émotionnellement du film, on s'est dit, voilà une preuve de plus que la nature s'invite avec nous. Tu as une frangine Guissir là qui est contente. Ah oui, mais oui. Elle est bien contente. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. D'accord. Alors, ton personnage principal, c'est Warren Jazz, qui est Tis Warren Mombo. Lorsque tu as pensé à ce rôle, pourquoi Warren t'a semblé être la personne indiquée pour le jouer? Déjà, il me semble que Nick Ella me l'avait suggéré. Au départ, je ne l'avais pas nécessairement à l'esprit parce que à l'époque, je n'envisageais pas forcément de caster des personnes qui n'étaient pas dans le cinéma. D'accord. Je ne savais pas, entre-temps, qu'il avait tourné des courts-métrages, qu'il avait tourné dans un film de Nadine Otsobogo. Heureusement que le manager est là pour rappeler ça à l'époque. Et ensuite, dès le moment où je me suis ouvert à l'idée qu'en fait, on peut caster, pour moi, je peux tourner avec n'importe qui, je pense. Et à côté de ça, il avait fait ses preuves en tant qu'acteur. Et en plus de ça, il était musicien, guitariste. Enfin, il l'est toujours. Donc, par rapport au rôle, l'histoire du personnage, ça correspond. Oui, c'est clé. C'est clé. Mais alors, je veux pas spoiler, mais... On a quel autre acteur? Vas-y d'abord. Juste pour revenir sur Tis Warren, parce que c'est quand même notre acteur principal. Bien sûr. Comme tu big up à Tis Warren Mombo. Hein? Je dis big up à Tis Warren Mombo. Tu parles des différentes casquettes. Pendant longtemps, j'étais manager de Tis Warren Jazz. Et donc, d'abord, je suis avec lui David tous les jours. Et je regarde, moi j'ai un œil où je regarde toujours tout le monde comme le cinéma. Là, comment je vois David, comment je te vois, comment je vois notre sœur Guissir en face de moi. C'est un œil cinéma. J'espère que tu ne me vois pas mourir au début du film. Non, pas toi. Pour une fois, non, on va pas faire mourir le blanc au début, c'est pas possible. Excusez-moi. On va pas se venger de cette manière. C'est une blague, c'est une blague. Non, j'allais dire, en fait, je sens que ce gars, il a le truc. Et David, lui, par contre, à cette époque, lui, il me fatigue que, ouais, mais pourquoi c'est pas toi qui tourne? Pourquoi c'est pas toi qui... Je dis, non, laisse tomber, je suis pas chaud pour tourner, tu vois. Et plus on avance, plus j'en parle à Warren, et je vois qu'il y a comme une étincelle qui vient en lui et tout ça là, ok, ça monte. Mais après, quand il a commencé à tourner... Ah, il était chaud, hein. Il était chaud. Ouais. Quand il a commencé à tourner, je dis non, c'est lui directement, tu vois. Et le pire, c'est que, pour la petite anecdote, moi, je suis même pas au courant quand au final, il décide finalement de choisir Warren, tu vois. Mais moi, j'ai fatigué pendant des... Je sais pas quoi. Donc, en somme, c'est toi qui devais tourner. Selon le réalisateur, mais moi, non, j'étais pas chaud, non. Oui, parce que au moment du début du processus d'écriture, lorsque j'écris, je visualise Nick. Parce qu'à ce moment-là, on partage énormément de choses avec Nick. Il me parle de sa série Banzi. Donc, il vient avec un côté street urbain que je trouvais intéressant d'apporter au personnage d'Ézéchiel. Et je trouvais que lui, par rapport aux projets sur lesquels il travaillait. Tu n'avais pas un projet qui portait le nom d'Indigène Indigène Street. On voulait faire une série avec Back Attack. Et il m'avait montré ça. Bref, j'arrivais à le visualiser comme ce personnage gabonais d'un certain âge, dans un milieu urbain contemporain. Avec un regard de braise, une voix charismatique, c'est ça? Il a même fait la voix. Ne disons pas tout face caméra, ça risquerait de les troubler. D'accord. Et donc finalement, tu as été satisfait, tu n'as pas de la performance de... À chaque fois que je lui dis, pour moi, il y a Ézéchiel, donc le personnage principal, et il y a Tis, en fait. Quand je regarde le film, j'ai l'impression de voir mon personnage. Et Tis Warren Mombo, c'est quelqu'un d'autre. C'est dire qu'il a su incarner... Il est rentré dans la peau du personnage. Oui. Et franchement, ici on est plutôt... Bon langage, on veut dire, il s'est vraiment donné à 100%. Et franchement, il a souffert pendant ce tournage. Vraiment physiquement, par rapport au rythme et tout ça. Et
Et encore avec un fou comme moi qui est en train de lui dire non, tu as intérêt à tuer, hein, tu vas. Non, plus sérieusement, il s'est donné, il s'est abandonné même, j'ai envie de dire. Et il y a des fois, on voyait des séquences, j'en ai même des frissons quand je pense à ça, tu vois, je disais que, ah ouais, là le jeune, il a travaillé, quoi, tu vois. Il a vraiment fait le taf. Et comme quasiment tout le casting, hein, même Tommy Tom, tu le vois dedans, c'est pas Tommy Tom. C'est pas Tommy Tom, c'est le personnage de Monsieur Béa. Parmi les jeunes acteurs, moi je voudrais qu'on parle un peu des jeunes acteurs. On a parlé de Ezekiel, et puis bon, les autres personnages, c'est qui? Il y a Mavikana qui est une jeune activiste environnementale. Tout à fait, tout à fait. Il fallait placer le Bouiti quelque part. Et c'est un hommage aussi, c'est super. Oui, c'est un hommage, évidemment. Je voulais une femme à la fois moderne, mais proche de la terre, très enracinée et prête à, pas défier, mais à remettre en question une certaine forme de patriarcat, de statu quo, et celle aussi qui va venir bousculer le personnage d'Ézéchiel dans ses certitudes. Le personnage d'Ézéchiel, en fait, c'est un jeune vidéaste qui veut simplement vivre de sa passion. Le père, c'est quelqu'un d'autoritaire. Il ne veut pas que son fils Ézéchiel devienne un artiste et il s'oppose vraiment de façon farouche aux ambitions de son fils, qui, suite à des déboires financiers, est obligé d'intégrer la société de son père, qui est une société forestière. Et en guise de première mission, il est envoyé dans l'arrière-pays et il constate, grâce à Mavikana notamment, qui lui dit « mais tu vas t'en prendre à ce patrimoine forestier qui est une forêt sacrée ». Donc, c'est grâce à ce personnage qu'Ézéchiel est amené à questionner en fait son héritage symbolique familial et à se demander mais que faire? Est-ce que je dois m'opposer à mon père? Qu'est-ce que je dois protéger cette forêt sacrée? Où se situe ma responsabilité? Et donc il y a également le personnage du père. Marcel Sandja, donc le patriarche, très charismatique, très charismatique. Parce que moi dans le trop fort. Alors on a l'impression en fait que le papa lui est beaucoup plus occidentalisé dans sa façon de voir les choses. Il est beaucoup plus pragmatique, rationnel entre guillemets, et du coup ça je veux dire qu'au-delà de l'enfant, lui aussi a une forme de déracinement au final. Je saurais dire quelque part. Peut-être pas occidentalisé, mais urbanisé. Urbanisé, d'accord. Comme on est à Libreville à Port-Gentil. C'est-à-dire qu'il a laissé, il ne va plus au veillées, des choses comme ça. Il n'y va pas du tout. D'accord. Mais sur le plan sociologique, il est très pragmatique dans ses rapports avec les populations, qui sont souvent des rapports financiers, des rapports de clientélisme. Donc, d'une certaine façon, il épouse un certain modèle. Voilà, un certain modèle. Et il y a le personnage, de Diambougou Singa, donc on va dire une figure de père spirituel, incarné par Jean-Claude Paca. Il y a magistral aussi, il y a le personnage de Spike, le collègue d'Ézéchiel, son acolyte au départ. Alouman. Comme dirait l'Aloman. Parce que dedans c'est l'Alo un peu, sans trop teaser. Et il y a également Michel Zouank, Mam Diola, qui fait figure c'est une grande prêtresse d'une djembé, qui fait figure d'oracle. C'est un peu la mémoire des choses. En fait, la personne, quand on dit il y a ma tante au village qui me mange, c'est souvent elle qu'on voit. C'est un peu ça, tu vois, c'est la personne au village qui est dans la tradition, mais que ceux qui ne sont pas dans la tradition disent c'est la sorcière. Celle qui est un peu crainte. Il y a Tommy Tom, qui joue le rôle de Dibal, l'ami du village. Et en fait, il a incarné ce personnage avec tellement de naturel et de charme. Moussoudou, à qui je donne un grand basset. Honnêtement, c'est pas étonnant quand on voit Tommy, déjà là-bas, c'est un artiste, même quand il est dans son domaine, la musique, c'est un personnage. Déjà. Donc franchement, c'est assez cohérent pour moi qu'il s'en sort plutôt bien devant une caméra. Mais alors le truc, c'est justement sortir du personnage et incarner un personnage qui est encore un autre travail, etc. Mais faut pas croire, hein. Bon après, au-delà du casting, c'est d'abord une préparation mentale au moins les trois dont on a parlé là, Warren, Alouman, Tommy, pendant des années, j'ai envie de te dire. Les gars, alors on sait pas qui va jouer quoi, mais il y aura un film
Et le film, il y aura des rôles à prendre. Préparez-vous. C'est restez prêts. Et en fait, quand ils sont venus, chacun en fait voulait montrer que non, moi j'ai fait le taf. Et moi je veux donner ça, etc. Et surtout, Warren, Aluman, Tommy respectent en fait la réalisation de David. Avant Afrotopia, tu vois. Ça veut dire que tu as un réalisateur qui a une touche. Il y a une confiance. Que tu aimes, voilà, tu sais qu'il va te mettre en valeur, tu vois. Et de l'autre côté, il y a une histoire où tu sais que l'histoire là, il y a un potentiel. Et moi-même, je veux jouer. Tout ça, c'est comme si les planètes s'alignent en fait. Toutes les planètes sont alignées et puis chacun a tout donné. Et pour finir, il faut citer Michel Ndao et Dominique Ndouma, deux figures quand même du théâtre gabonais. Qui ont vraiment géré aussi les acteurs aussi. En coaching. Qui ont beaucoup travaillé dans le coaching. Et ce qu'il y a d'intéressant, moi j'assume et je revendique la dimension théâtrale en fait. Parce que la dimension théâtrale, c'est une façon de restituer certaines postures, certaines intonations qui sont en fait comme des codes dans notre culture. Selon la façon dont va parler le patriarche, l'intonation, tu sais déjà que non, là, voilà le message qu'il est en train d'envoyer. Et lorsqu'on a montré le film au Ghana, à l'occasion du International Black Theatre Summit, qui était un événement où se réunissaient des Afro-Américains et des Afro-descendants et des Africains pour concevoir une stratégie de promotion du narratif afro à travers le théâtre, le cinéma, la musique. Eux, ils ont vu le film en anglais, en français, sous-titré en anglais. Donc, ils étaient plus attentifs au langage verbal, etc. Et ils ont été très charmés par le travail des acteurs. C'est quelque chose vraiment qu'ils ont tenu à saluer. Et dans ce que David dit, pour compléter, la vérité, c'est que quand il dit qu'il assume le côté théâtral, c'est que nous, on vit comme si c'était un théâtre en temps réel. Comme, par exemple, je vais vous dire un truc simple. Si j'arrive dans cette pièce, je fais je n'ai pas dit un mot, mais vous savez que là, derrière, il y a un Congo-ça qui arrive. Tu vois, un peu. Mais je veux le faire de manière théâtrale, en fait. Et quand on va au marché, quand on va même à la banque... Tu as demandé bonjour à une maman. Ah, mon fils, on est là. C'est des vibes. C'est des vibes. Ouais. Et ça, c'est des choses qu'on a voulu retranscrire parce qu'en fait, c'est notre identité, c'est nous en fait. C'est nous, et si tu ne nous connais pas, quand tu regardes, la prochaine fois que tu vas voir un Gabonais agir ou réagir, tu sais que, ah oui, ça c'est leur manière d'être. C'était important. Si je peux dire quelque chose sans vouloir être trop solennel, quoique voulant l'être quand même. Est-ce que tu peux mettre la musique solennelle s'il te plaît? DJ musique, on choisit une bonne musique pour accompagner le message, c'est que ne venez pas... Enfin, vous pouvez venir voir le travail de David Mboussou, mais venez voir un ouvrage collectif gabonais, en fait. Je pense que on a besoin de gagner, sinon de regagner confiance dans notre capacité en tant que collectif à faire des choses qui nous valorisent et dont on est fier et qui peuvent servir de vitrine, en fait, pour la promotion, pas que des industries culturelles et créatives, mais de tout ce qui va nécessiter une intelligence collective. C'est vraiment important qu'on ait des recettes du vivre ensemble et du travail ensemble. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le sport et la culture, c'est que ce sont des performances qui parlent en soi. On monte, on descend, on va voir le film, ou on l'apprécie, ou on ne l'apprécie pas. Le sportif, ou le danseur, ou le musicien, ou la performance parle et est bien exécutée, ou elle ne l'est pas. Et donc, moi, j'invite... j'ai envie de dire le peuple gabonais. Ce serait peut-être... Ne te retiens pas, ne te retiens pas. Lâche tout. Tu es à côté de Franck Arnaud Mény, lâche tout. J'invite le peuple gabonais. J'invite le peuple gabonais à prêter attention à cet ouvrage gabonais qui vient d'être commis, à ce film Afrotopia, parce que c'est aussi pour nous redonner confiance en nous-mêmes, en notre capacité à penser quelque chose et à réaliser quelque chose qu'on a précédemment pensé. Parce que je pense qu'on a souvent malheureusement souffert, beaucoup ont connu ça, de projets, pour différentes raisons bien sûr, qui ne voient pas le jour. Mais lorsqu'un projet a pu voir le jour parce que des intelligences ont pu s'organiser, se coordonner sur un temps long, dépasser les incompréhensions, dépasser les malentendus, dépasser les clivages. Parce que c'est pas un film qui a été sans tension, sans malentendus. Il y a eu des bombes à gauche, à droite, à désamorcer. Mais il fallait constamment
se remettre à l'ouvrage pour produire quelque chose qui allait nous représenter. Je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de voir un beau Gabon, en fait. Et après, c'est une énergie qui peut inspirer pour toutes sortes d'activités, qui va engager un travail avec son prochain, en fait. Très bien. Alors, on sait que tu as 2 projections prévues à l'Institut français. Le 27 novembre 2025 et le 29 novembre 2025. Un samedi. Alors, est-ce que les 2 dates sont... Il n'y a plus de place pour le 27. D'accord. Malheureusement. Il reste le 29. Et voilà. Peut-être qu'au moment où ça va être diffusé. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Filé à la billetterie. Ouais. Les gens que nous écrivent, il n'y a plus de place. Ben, vous savez, ça fait une semaine qu'on vous dit prenez vos places à l'avance. Ça risque de partir. Il y a une solution. attente. Non, ne venez pas l'agresser en inbox. Allez sur la page de l'Institut français. Vous mettez on veut une projection de plus de Afrotopia. Vraiment, c'est ce que pas veut, Dieu veut. Hein, donc on c'est une solution parce que l'épisode va sortir dans quelques jours. Ouais. Entre-temps, c'est vrai que peut-être que la deuxième date sera sold out. Donc, il y a peut-être possibilité qu'il y ait une troisième date. Donc, c'est à vous vraiment d'être concentré, d'aller... Soutenez le Made in Gabon. Moi, j'ai envie de tester un truc. Ne voyez pas les individualités. C'est souvent ça dans notre pays. Merci. David, j'ai envie de tester un truc. Le pitch de David vous donne envie d'aller au cinéma tu vois. Voilà. Oh, merci. Voilà, donc ça a marché. Un gorille. Elle a bien commencé. Oh, vraiment, Gabon nigérien. Non, ouais. Non, j'allais juste toujours les appeler parce que c'est un film qui nous ressemble, inspiré de... D'abord un film fait par des Gabonais. On dit les Gabonais ne peuvent pas faire les choses, c'est fait par des Gabonais. Et dans une optique d'essayer de performer, en fait, de faire un bon film. Un film auquel les gens se relient. Un film qui parle de notre identité, on ne parle pas d'un Gabonais qui est au States, on est au Gabon, dans nos forêts, dans notre ville et tout ça là. Et surtout derrière, avec des Gabonais qui ont incarné ça et qui ont fait le taf, en fait. Donc franchement, ce film-là, pour moi, c'est un film qui peut devenir un film générationnel si chacun se l'approprie, en fait. Franchement, ça donne envie. Je n'ai pas encore vu le film. J'ai vu quelques images en exclu il y a quelques mois grâce à Nick qui m'a montré. XXL, pourquoi tu n'as pas encore vu le film? On est là au tribunal aussi. Non, parce que j'ai vraiment envie... Il est invité à une avant. J'ai vraiment envie de le voir comme tout le monde, en fait, comme un fan. J'ai pas envie de... Même là qu'il m'a montré, j'avais envie de dire non, mais j'étais quand même curieux de voir et tout. Et ça m'a vraiment donné envie. Est-ce que vous sentez quand même une certaine responsabilité de... Bon, l'expression est forte, je ne vais pas dire de redonner, ce serait peut-être un peu prétentieux des lettres de noblesse au cinéma gabonais, mais de contribuer peut-être à faire en sorte que les gens se réintéressent à nouveau au cinéma gabonais? Parce que ces dernières années, ça a été un peu calme quand même sur ce plan-là. Alors, bon, moi je ne dirais pas qu'au cinéma, je dirais le savoir-faire et le savoir-être gabonais de façon générale. Je pense qu'on a un magnifique soft power. Ouais. En fait, pour moi... Qu'on n'utilise pas. Pour moi, le Gabonais est profondément à la fois un artiste et un thérapeute. Pourquoi? Parce que nos écoles initiatiques, nos écoles de vie, parce qu'initiatique, déjà c'est un mot francophone importé qui a été utilisé pour dénoncer ou critiquer certains contextes ou certaines obédiences. Donc je dirais nos écoles de vie sont des écoles dans lesquelles l'individu a, avec sa communauté, une formation spirituelle, une formation en matière d'éducation civique, en matière de soins. C'est quelqu'un à qui on apprend l'intelligence du savoir-être et qui l'exprime à travers le chant, la danse, en se maquillant, la gestuelle. Donc, la matrice de configuration du mental des Gabonais, c'est une matrice qui fait un individu complet, qui fait un individu qui a une intelligence sociale, qui a un individu qui sait communiquer au-delà du langage verbal, et qui peut avoir une réelle conscience du collectif et faire des choses rayonnantes. Et moi, je vois ça, et quand je vois ça... Je transcende. Non, au-delà de moi, en fait, j'ai envie de le partager, j'ai envie qu'on soit plusieurs à vivre ces expériences, et c'est à partir de là que je m'interroge, je me dis, mais à quel moment est-ce qu'on se serait coupé justement de ce potentiel qui nous permettrait de briller de mille feux, à travers la musique, à travers la gastronomie, à travers le cinéma, à travers l'architecture, quel que soit ce que l'on conçoit. Je pense que ça, ben oui, revenir aux sources
et bâtir les choses sur la base de cette reconnexion-là, en fait. Aller chercher, j'allais dire dans notre génie, dans nos génies, mais là encore, c'est un terme importé qui est connoté. Et c'est ce qui est... Même dans mon entourage, parfois, on a peur de parler de culture, on a peur d'être stigmatisé. Mais mon Dieu, comment on peut avoir peur de parler de sa propre culture ? Ça doit nous... Mais ça doit nous interroger. Ça doit nous bousculer. Excusez-moi, pardon, là j'ai sorti. Là les organes sont sortis. Idriss, avant ta question, je vais juste te dire un truc, c'est que tu feras ça en Reels parce qu'en fait, je dois garder ça dans mon téléphone. Quand on va me demander c'est qui le Gabonais, je prends juste la vidéo, je dis écoute, c'est qui le dit, et tu sauras c'est qui le Gabonais. Alors, vas-y, Idriss. Sans oublier vraiment que Idriss a sa question, je t'ai pas oublié, Idriss, qui est notre réalisateur qu'on salue. Vous ne le voyez pas, mais nous on le voit, ou pas. En fait, si on répond, si je dois répondre à la question spécifique, redonner celle de noblesse au cinéma gabonais, moi je dis, je l'espère. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais pourquoi j'espère ? Parce que moi-même, personnellement, dans mon parcours, moi, je suis un enfant du cinéma gabonais. J'ai aimé le cinéma, mais par contre, le jour où j'ai vu Les couilles de l'éléphant, ce qui est d'ailleurs mon film préféré gabonais, en fait, voir Paka dans ce personnage-là de poéticien, voir le jeune Serge Abessolo, voir Philippe Maury avec quelle est la grande plaine de l'Afrique avec ses répliques. Voilà, ses répliques, etc. Et un bagou particulier. Moi, il me faisait peur en fait, quand j'étais jeune, etc. J'ai aimé Dolé. Quand j'avais vu le film, moi, oui, non, Dolé, ça c'est. Imonga, Ibanga. Oui, moi je voulais. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'aimerais faire du cinéma en fait. Tu vois un peu. Et à l'époque, dans les lycées, il y avait du théâtre. Et je sais que les gens de Dolé avaient beaucoup avaient été pris dans le théâtre. Donc tu vois, il y avait ça. Plus tard, je découvre Le Singe Fou. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Et maintenant, quand je suis avec un soundtrack de Vicos, non, la basse là. En écoutant sa réponse, je pense que je vois un peu mieux où est-ce que tu voulais en venir par rapport à ta question. C'est vrai qu'on a pu... Non, c'est vrai qu'on a pu constater un certain âge d'or du cinéma gabonais, puis se demander qu'est-ce qui a périclité, mais en même temps... autant les lumières du passé doivent éclairer l'avenir, autant chaque génération est face à des défis nouveaux. Et moi, propre à elle. Moi, je veux simplement saisir le moment et les opportunités qui me sont données et transformer l'essai. Si ça peut contribuer à redonner... Mais je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas donner le sentiment... ou de faire la critique du passé, ou de me croire supérieur aux autres. Parce que nous ne sommes que la continuité de personnes qui ont fait des efforts. Bien sûr. Je ne considère pas que ce travail est le fruit simplement de l'intention d'un individu, d'une individualité. C'est une convergence de forces qui permettent qu'à un moment donné, c'est peut-être la nature aussi qui le veut ainsi, que ça coïncide avec un moment particulier. Et c'est à ce moment qu'on a besoin de cette chose. Vous savez, moi, j'ai souvent eu, et j'ai encore des désirs d'ailleurs. Si demain j'ai une opportunité de faire un film à Hollywood, pourquoi pas, mais avec le temps, avec l'âge, déjà j'ai redécouvert la dimension sacrée de l'artiste, sans prétention aucune, parce qu'on est tous appelés à faire un travail sacré. Je ne dis pas que c'est l'exclusivité de David Boussou, c'est tout le monde. Mais sociologiquement, l'artisan qui crée le masque, qui crée la pierre de Mbigou, qui crée la relique, il crée un objet qui est supposé rayonner dans un environnement donné. C'est quelque chose qui fait sens avec un environnement donné. Et de ce point de vue, moi j'ai cessé d'avoir un désir d'ailleurs parce que je me suis dit, en fait, moi ce qui m'importe, c'est de rayonner parmi les miens. Et effectivement, il y a matière à raconter des histoires. Il y a des récits qui mériteraient d'être mis en lumière par le cinéma, par la musique et encore une fois par d'autres formes d'expression artistique. Et dans le même sens, en fait, pourquoi je parlais d'enfant du cinéma gabonais, c'est par rapport à mon parcours. Moi, tu vois, très rapidement, je vais vivre en France parce que mon père, il travaillait, enfin la famille y était. Je rentre au Gabon, je repars encore beaucoup plus jeune, c'était vers 13 ans. Ce qui fait qu'en fait, j'ai du mal avec la tâche gabonaise, c'est-à-dire la culture, c'est quoi l'identité gabonaise. Je suis un enfant du monde, ça veut dire que dalle, quand tu grandis, tu te rends compte que non, tu as quand même un ancrage quelque part. Et quand je découvre ce cinéma gabonais-là, en fait, je me dis,
Mais en fait, à ça je me relie. À ces films, à ceux dont on parle, à ces problématiques. Ça fait sens. Ça fait sens. Parce que ça te concerne un peu plus directement. Exactement. Et on a besoin d'art qui nous et concerne. on a besoin de ça. Et je me dis, si nous on peut faire une nouvelle fois, ça ne veut pas dire que personne d'autre ne peut le faire. Mais on peut réveiller ça et que des plus jeunes qui voient, eux aussi derrière, qui sont peut-être en quête ou en recherche identitaire, puissent se retrouver grâce à Photopia. Moi, je dis c'est gagnant. Pour la mission générationnelle, c'est gagnant. D'accord. Vous, quel est le premier film gabonais que tu as vu? Est-ce que c'était peut-être la cage? Directement le tout premier film en fait. Au final. Il ne commence pas par les petits standards. Non, peut-être celui-là. Peut-être celui-là. Et toi? Peut-être celui-là. C'est marrant parce que quand il me pose la question, je pense que c'était au Bali Alert déjà. C'est au Bali. Au Bali Alert. Ou l'ombre de Liberty peut-être. Moi, c'est le singe fou. Moi, c'est Demain un jour nouveau. Parce qu'il passait énormément, il le repassait en boucle. Ouais. Et c'était très court. Et comme il y a, le comportement de par son âme, de l'acteur principal. Philippe Maury. Voilà, non, pardon, vous parlez du singe fou. Ok. Singe fou. Et donc, il y a des scènes qui sont marquantes, tu vois, la scène où il distribue de l'argent, moi, c'est les premières images. La voiture noire. Ouais, la voiture noire et ça, c'est les deux images que j'ai en tête. Exactement. Donc, pour moi, c'était Oui, effectivement, parce que la voiture noire, ça commence au début des années 80, en réalité. Donc, à ce moment-là, le mythe est en pleine... Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment le premier film gabonais que j'ai vu, mais vraiment... J'ai le souvenir de l'attacher vraiment à la musique aussi qui allait avec. Donc, moi, j'aime bien la scène du casino aussi. La scène du casino aussi. Quand il repart au village, distribuer l'argent, etc. Quand il se fait poursuivre par les flics et tout ça. Ça a été vraiment le premier film. Mais moi, quand je me rends compte plus tard que ce qu'on voit dans Le Singe Fou, en fait, il y a des réalités de ça. Moi, je pense que c'est vraiment la fiction. Hein. Franchement, petit, je pense que c'est la fiction. Oui. Je me rends compte que, waouh, il y a vraiment du réel et ça. Je me dis, en fait, le cinéma, c'est quelque chose de pas mal. Tu vois un peu ce truc tu vois un peu... Si j'aurais pas vu Le Singe Fou, par exemple, je pense pas que j'aurais vraiment connu la réalité, on va dire, de cette montée sociale, tu vois, vertigineuse, et cette chute tout aussi vertigineuse, tu vois un peu, non? J'aurais pas connu ça, mais c'est ça qui m'a fait comprendre ça. Et des fois, tu vois, tu le vois, après on le voit, il y a X exemples dans la société, tu vois un peu, non? Mais ça conscientiser, même si le terme dérange. Oui, il y a un message. Dans ce sens-là, tu vois. Non, il y a un terme là qui me venait à l'esprit. J'avais une conversation avec un grand à moi. On parlait du génie du territoire. C'est la première fois que j'entendais le génie du territoire. Je pense qu'on a un génie ou des formes de génie qui sont liées de façon très spécifique à un territoire en particulier. Parce que l'être humain développe une culture qui émane d'une relation avec un environnement. Parce que la personne, on va dire, réellement spirituelle, c'est une personne qui est en fusion avec son environnement. Et de la fusion avec cet environnement découle une culture qui est la signature de cette connexion avec cet environnement et qui est une forme... Mon Dieu, là je vais dire des choses, peut-être les chrétiens vont m'attaquer, ils vont penser que je vais être maintenant dans des... Mais bon, bref. T'inquiète, chocolat, des filles va te défendre. En fait, il y a une culture qui est comme une prière, c'est-à-dire qui est le témoignage d'une forme d'alliance. C'est-à-dire que lorsque l'on habite sur un territoire, on compte aussi sur une forme de providence pour nous assurer la prospérité sur ce territoire. Et la culture, le fait de chanter d'une certaine façon, de se maquiller d'une certaine façon en utilisant des éléments végétaux issus de cet environnement, de raconter des proverbes, des histoires qui sont le fruit d'une observation lente et minutieuse des animaux naturels. D'ailleurs, c'est biblique, on dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Et la nature est la première forme d'écriture, c'est l'écriture la plus sacrée. Ensuite, il y a l'écriture, voilà, il y a les écrits, etc. Mais c'est notre premier miroir. Et notre culture, elle découle. C'est pour ça que, en fait, je tiens à ce qu'on fasse. C'est encore peut-être difficile à percevoir, mais avec le temps, je pense, les mentalités, les consciences vont s'éveiller à ça. On parle d'écologie. Mais pour moi, écologie, ce n'est pas simplement des projets structurants, de grandes annonces, des effets d'annonce sur l'environnement. Pour moi, l'écologie, et je le dis d'ailleurs en prélude d'Afrotopia, notre culture est écologique. Notre culture, dans son essence,
elle procède de la recherche d'harmonie de l'individu avec son environnement visible et invisible, et avec son environnement, on va dire la nature au sens propre tel qu'on l'entend généralement, et l'environnement invisible, les affects, les émotions, la mémoire des ancêtres, peu importe le terme. Et je pense qu'on a un génie, une forme de génie, et qu'on a une sorte de recette, même si ce n'est pas toujours apparent, du vivre ensemble et de l'intelligence collective et de la production de l'harmonie qui doit procéder d'une reconnexion de l'individu avec son environnement, les structures familiales, les structures élargies, pour qu'on réussisse à se connecter ensemble à un même narratif qui fait sens avec l'endroit où on habite. Oui, tout à fait. On sent que c'est quelque chose, parce que je me rappelle, pour les gens qui ne savent pas, David Boussa a réalisé des clips de rap, hein. On en parlera tout à l'heure, mais je me rappelle d'un clip de BGMFK, je pense que c'est Loin, où tu as mélangé des images aussi de cérémonies de Bilombo filmé à Fougamou. À quel point c'est important et quelle est l'influence au final du Bwiti sur ton œuvre? Là, c'est une passe décisive, c'est-à-dire Si je le disais de façon directe, sans chercher à mâcher mes mots, sans chercher à contourner, et en étant honnête et transparent, je dirais que c'est central et que c'est fondamental. Mais vous savez, les termes, justement dans l'effort de pédagogie, je crains parfois de les utiliser parce que les termes que l'on emploie sont déjà chargés d'une histoire, de la façon dont on les a employés et dont on les a utilisés. Voilà, les mots sont connotés. Prenons par exemple le fait que l'on ait associé nos cultures au terme de sorcellerie, qui est un terme d'ailleurs importé. Et qui n'existe pas dans nos langues, je rappelle toujours. Et qui a été utilisé en fait comme un mot pour dénigrer nos traditions. Mais pour revenir à la question, pour moi, le Bwiti m'a donné accès à la compréhension de mon environnement de façon générale, m'a donné accès au logiciel en fait naturel des peuples du Gabon, qui sont des peuples liés aux éléments naturels. Et la recherche permanente d'harmonie. Et la recherche de cette harmonie, elle passe par le fait d'assumer une proximité avec les gens et même d'aller vers les gens et d'assumer de se mélanger avec les gens, même avec les personnes avec lesquelles on pourrait avoir, on va dire, des mésententes. Parce que parfois, mon frère le dit en plaisantant, quoique il me dit, dans le village, tu apprends à vivre avec le fou et avec l'assassin. Parce qu'il est le reflet, peut-être, d'une partie de toi-même que tu ne veux pas voir. Et il y a ce type d'enseignement, la nécessité, en fait, de se fréquenter et de se supporter, même si on ne va pas se voir tous les jours et que chacun a plus ou moins sa cellule, qui est sa cellule intime. Mais il y a un espace qui est un espace commun, qui est l'espace du vivre ensemble. Et en fait, les traditions, le Bwiti, sont simplement des enseignements sur, quand on est dans cet espace commun, quel est le récit, le narratif qui nous lie, quels sont les rites et coutumes qui nous permettent de nous rappeler de ce récit, qui est un récit lié à nouveau à un territoire. Et donc, le Bwiti est venu compléter pour moi ce narratif. C'est venu mettre un mot bien précis, associé à un rite bien précis, mais de façon générale, je pense que c'est commun à toutes les cultures du Gabon. C'est pour ça que j'en parle avec prudence, parce que je ne veux pas que les gens croient par effet de mode que, certes, le Bwiti est le rite le plus emblématique, parce que c'est celui qui vraiment a pu se mélanger à toutes les ethnies. Qui a le plus fédéré les ethnies. S'il y a une chose qui est un bon remède au tribalisme, s'il existe, c'est le Bwiti. Non, sincèrement, parce que c'est le truc où, si tu veux, je trouve que chaque ethnie a son orgueil. C'est-à-dire que moi j'ai mes choses, les trucs des autres, c'est pour eux. Mais les gens n'ont pas été parce qu'on sait très bien quels sont les OGs du Bwiti. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que dans la pièce là, il y a des initiés, mais aucun ne vient de ces peuples qui sont originels, tu vois. Mais
toutes les ethnies ont mis leur orgueil de côté parce qu'ils ont vu quelque chose là-dedans. Et c'est ce que je trouve vraiment magnifique avec le Bwiti. Et je suis d'accord avec toi. Et moi... Le génie du territoire. Voilà. Le génie du territoire. Et là, c'est intéressant. Je parlais au début c'est pour ça qu'on le retrouve, excuse-moi, autant dans les œuvres cinématographiques gabonaises. C'est-à-dire que tu remarques que c'est quand même pratiquement le thème central de beaucoup d'œuvres gabonaises, même des séries. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, ce truc-là, tellement... ça montre la place et l'importance du Bwiti au Gabon. Oui, et le même constat que tu faisais, moi j'ai fait le même. Et c'est là où c'était intéressant. Au début, je parlais de la note conceptuelle. Dans la note conceptuelle, par exemple, que David envoie au tout début, il y a beaucoup de références au Bwiti et à son expérience personnelle. Bon, moi je ne suis pas initié au Bwiti, mais j'ai beaucoup été avec des boutistes, tu vois un peu, non, autour de moi. Et en fait, je me suis dit, et j'ai surtout beaucoup de respect pour le Bwiti en tant que tradition et en tant que manière de vivre. Et je me suis dit, bon, comment démystifier la chose? C'était vraiment le terme, c'était comment démystifier la chose. Comment ne pas aller vers le côté qui, comment je vais dire ça, qui est immatériel et qui n'est propre qu'à la personne qui a fait son voyage spirituel, et comment voir ce que tout le monde peut voir. Et qu'est-ce que tout le monde peut voir, par exemple? C'est-à-dire, au niveau du Bwiti, il y a ce côté de ce que l'Iboga est central. L'Iboga, on sait que c'est curatif, si je résume ça comme ça. Qu'est-ce qu'on voit dans le Bwiti? On voit la communion. Et qu'est-ce qu'on voit qui est important ça pour le vivre ensemble? C'est la communion. Qu'est-ce qu'on voit dans le Bwiti? C'est la célébration des ancêtres. Et je pense que célébrer ceux qui nous ont précédés, c'est important. Bref, et dans la vie de tous les jours, en fait, un bwitiste, tu ne le vois pas forcément. On reconnaît un arbre à son fruit, en fait. Pour moi, le vrai bwitiste, c'est que tu le vois par rapport à comment il se comporte, comment il prend position sur un sujet, comment justement il ne cherche pas à diviser, mais toujours rassembler, en fait, tu vois un peu, non? Et je me suis dit, et ça, ce serait bien de le mettre dans Afrotopia. Ce serait bien. Et moi, en non-initié, comme je dis, essayer d'être la main d'un initié, ça ferait que forcément un non-initié va se retrouver, mais l'initié aussi doit se retrouver avec ce juste milieu-là, mais de manière démystifiée. Ce qui nous tue, c'est l'ignorance. Si c'est quelque chose de mystifié, on ne comprend pas et on voit directement, ça met de la distance. Dès qu'on démystifie, on voit les points communs, les points de convergence. Et c'est vraiment sur ça que le Bwiti est vraiment, dans le fond comme dans la forme, intéressant dans ce processus de l'Afrotopia. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, et sans spoiler le film, mais je pense que c'est un sujet de société important, c'est que, on en parlait tantôt de sorcellerie. Je pense que s'il y a un trait caractéristique et commun à toutes les familles gabonaises, c'est les accusations de sorcellerie. Oh, un tel me mange. Voilà. En fait, j'ai envie de dire, sans trop vulgariser ou trop réduire le phénomène, je dirais que ce n'est pas sorcier. La vie spirituelle, que ce soit les spiritualités gabonaises ou autres, sont des écoles d'éveil de la conscience. La conscience du corps, la conscience des pensées, la conscience des émotions. Normalement, quelqu'un qu'on qualifiera d'initié est supposé être plus conscient et plus maître de lui-même dans toute sa dimension. Vous allez vous disputer avec quelqu'un, avec père, mère, conjoint, vous allez vous sentir mal. Ça ne s'est pas produit dans le contexte traditionnel, mais vous n'allez pas dire que c'est de la sorcellerie. Pourtant, quelqu'un avec qui vous avez une interaction a une humeur, une réaction qui déclenche chez vous une douleur, que sous d'autres cieux, on appellera simplement anxiété. En fait, il faut simplement accepter et réaliser le fait que nous avons effectivement une influence et un impact les uns sur les autres. Mais faut-il dire c'est sorcier et l'expédier, faire comme si ça n'existait pas, ou plutôt se dire, en fait, effectivement, selon ce que je vais dire, ce que je vais faire, comment je vais me comporter, ça aura un impact, mais ça invite aussi à la responsabilité, parce que je sais que je suis un être spirituel dans un espace commun, je suis peut-être pas parfait, personne ne l'est, mais je vais essayer de faire l'exercice, de me mêler à ceux qui sont aussi dans ce travail sur soi, pour que ça devienne un terrain en fait de progression et de perfectionnement collectif. Autrement, c'est toujours la faute de l'autre. Mais oui, il y a aussi nous, ce que l'on dégage et ce que ça nous renvoie aussi à nous-mêmes. Exactement. Vous avez des... Excuse-moi, François. On avait un sujet par rapport à
Justement, au cinéma gabonais, on avait déjà entamé. Ouais, on a un peu dévié, excusez-moi. Tu connais pas le bout de ça. C'est comme ça que ça marche. Donc c'était par rapport au premier film, parce qu'il fallait qu'on continue la question. Ah, sur la cage. Oui, exactement. La cage, qui parle aussi d'ailleurs de la dimension spirituelle. Oui, en fait, la question sur quel est le premier film gabonais que tu as regardé, normalement, la question, je crois que c'est toi qui devais rebondir dessus, et on n'a pas rebondi. Donc voilà pourquoi je dis que non, il faut qu'on aille au bout de cette question. Bien sûr, mais tu n'as pas dit le premier film que toi tu as vu. Si, j'ai dit Demain un jour nouveau. Ah, ok, d'accord. Demain un jour nouveau. Par contre, je voulais poser une question. Oui. Non, mais comment tu oublies le réalisateur? C'est Oulouma Yamano. Lui-même. C'est lui-même qui a réalisé le film. C'est ce qui a été dit. Que sais-je? Non, c'est le président. Ah oui. Le feu président Bongo. Par contre, je voulais poser une question, vous poser une question tous les deux, par rapport au film qu'on a cité tout à l'heure, Demain un jour nouveau, au Bali, et puis Le Singe Fou. C'est, on va dire, les premiers films gabonais. Et le constat que moi j'ai fait à l'époque, quand je regardais ces films-là, et je regardais en même temps les films américains, les films français, je n'avais rien, en termes d'image, de prise de son, de cadrage et tout, ces films n'avaient rien à envier à ces films-là. Mais après ces films-là, j'ai vu que le cinéma gabonais a chuté en termes de qualité. Qualité visuelle, qualité de cadrage, de son, de dialogue et tout ça. Et... Mais Les Couilles de l'éléphant vient après ça. Parce que Les Couilles de l'éléphant est très bien produit. Oui, mais Les Couilles de l'éléphant est venu des années après. Moi, je parle de ce qui s'est passé entre ces films-là et avant Les Couilles de l'éléphant, et même après Les Couilles de l'éléphant. Parce que c'est encore retombé. C'est encore retombé. Ouais, je n'ai pas compris ça, en fait. La production cinématographique au Gabon va en dents de scie. Un moment, on fait des films de bonne facture. Un moment, on tombe dans des films... on va dire, qui laisse à désirer. Bon, et après, qu'est-ce qui se passe? Là, tu fais référence à notre grand... Non, s'il vous plaît, ne citons pas. Moi, je n'aime pas qu'on fasse comment dire, chacun essaye. Attends, tu sais ce qu'il a posé comme question, quoi? Parce que là, c'est la Hakavaneur, ça. Tu as raison. Excuse-moi, Teta, là, vraiment. Non, t'inquiète pas. Je me suis pas comporté. Non, c'est un podcast. Tu es pas à la télé, t'inquiète. Non, la chose que Coupé. Non, en fait, c'est de dire que tout dépend. Tu sais, je pense que chacun a une approche différente quand il s'agit du cinéma. Chacun... Je ne suis pas quelqu'un qui veut regarder de haut du cinéma populaire. Tu vois ce que je veux dire? J'allais parler justement de Melchior Obiang, parce que moi, je me dis que c'est pas facile de remplir des salles. Quelle que soit la personne, je respecte le fait qu'il a son public. Et je te dis, au Como, là, à l'époque où il diffusait ses films, les salles étaient remplies. Oui, je sais. C'est pas tout le monde qui peut remplir les salles. Donc, le Como, c'était plus grand que l'Institut français. Exactement. Bon, je ne faisais pas allusion à lui, mais bon, je sais. Non, c'est entre autres. Il faut... Voilà. Même si c'est vrai que nous, on a grandi à l'américaine, et puis bon, c'est d'abord le grain de l'image, tu vois. Nous, quand il y avait les films français, c'est genre, c'est écrit, c'est pim, pam, alors que c'était... Enfin, c'est des trucs bêtes, mais c'était vraiment... Non, Nguima, c'est Lino Ventura. Moi, je préfère voir Charles Bronson, tu vois. Donc, c'est juste un exemple pour dire que le cinéma... que par exemple des grands frères comme Melchior Obiang pratiquent, il a son utilité et il a son public. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, effectivement, c'est un peu comme quand tu vois à Nollywood. Nollywood, y a des films qui sont des hits, alors que tu regardes la qualité de production n'est pas vraiment là. Et des fois, certains films-là marchent même mieux que des films qui sont... Mais alors, et aussi tous les films des frères Shaw. Voilà. Ouais, les films chinois, les films karaté de l'époque. Juste pour ne pas se perdre, mais alors, quel serait le point sur la chute? Sur là tu nous as pas non, mais la chute, c'est pas celui qui pose. Moi, je crois que la chute, moi je filme avec les moyens qu'ils ont. Mais en fait, ma question est beaucoup plus technique. C'est-à-dire que pourquoi à une période on a eu techniquement des très bons films, parce que tu te rends compte que quand tu regardes le film, tu sens que ça a été utilisé, le matériel qui a été utilisé, c'est le même matériel qu'un film américain, un film français, un gros film français. Et après, on a perdu ça. En fait, c'est là où est ma question. Est-ce que subjectivement, moi je peux essayer de te répondre? Vas-y. Parce que bon,
attention à ce que je dis n'engage que moi. Je n'ai pas fait une thèse là-dessus, c'est plus mon observation et ce que j'ai pu voir, etc. On va dire ça. Disclaimer. En fait, pour moi, c'est dur de raconter l'histoire par la fin. Venons par là où le cinéma commence. Philippe Maury. Philippe Maury, La Cage. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, Philippe Maury, quand il vient au Gabon pour faire La Cage, il vient avec tout un background de son expérience en France. C'est le premier acteur noir dans un film français. Peut-être dans un film européen même peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas dans un film français. Donc ça veut dire que déjà en France, entre guillemets, c'est une star. C'est un peu un Aubameyang du cinéma en France. Donc c'est-à-dire, on sait que c'est Philippe Maury. Et il dit non, je rentre faire le cinéma au Gabon. Il y a une sorte de mouvance de... Comment dire ça? D'accompagnement gouvernemental présidentiel qui se fait, qui débouche sur la formation du Sénassi. Tu vois un peu. Juste pour vous dire à quel point Philippe Maury était, et ça c'est de son vivant, Philippe Maury a formé Sambène Ousmane, qui est le père du cinéma sénégalais. Donc est-ce que vous voyez à quel point il était en avance et qu'on l'appelait le grand? Lui, mais tu vois, c'est à ce niveau-là. Donc il rentre et il forme énormément tous ceux dont on parle, qui sont les réalisateurs en question, sont de près ou de loin, ont été formés par Philippe Maury. Mais sous un cinéma, j'ai envie de dire, institutionnalisé, avec les finances. Tout à fait. Ça donne ce qu'on connaît de Philippe Maury au film qu'on connaît. Sauf qu'à un moment donné, bon, il y a des crises qui passent par là, des crises du pétrole, et le cinéma n'est plus forcément une priorité. D'accord. Bon, peut-être une des problématiques, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'initiatives non étatiques. Ce qui fait qu'en fait, dès que l'État a eu d'autres priorités financièrement parlant, il y a eu des films de moins bonne qualité, et moins de films et des films de moins bonne qualité. Et d'ailleurs, c'est là où Melchi Obiang vient. La fermeture de salles, parce qu'on se rend compte qu'il y avait des salles dans plusieurs provinces. Le Gabon. À Tibanga, il y avait à Mouila, il y avait une salle. Voilà. À Lambaréné, il y avait des salles partout. À Oyem, il y avait le cinéma. Hein? Les Coni. Au Yémen, on avait une salle. Donc on sent qu'à ce moment-là, il y avait une vraie volonté. Voilà. Et si le président à l'époque réalisait un film, c'est que vraiment, il était dans cette tendance-là. Et au Bali, je pense que c'est sa femme. C'est un scénario de sa femme ou au moins elle a coécrit ce film. Je n'étais plus là quand ils écrivaient ça. Non. Et tu vois, bon, je vais fast forward, je vais avancer un peu dans le temps, et dès que les moyens d'État, les initiatives privées ne viennent pas compenser ce que l'État faisait. Tu vois un peu. Mais en même temps, il y a ces gens qui ont été formés au cinéma et à l'audiovisuel qui travaillent à la RTG. D'où sort Melchi Obiang. Et je pense, alors, Melchi Obiang lui-même pourra venir parler à sa place. Mais je pense que lui, en étant d'abord cadreur, si je pense, observe les tendances techniques. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un film? Et aussi comment on peut financer un film. Parce que tu vas travailler chez des directeurs généraux, des ministres, etc. Donc, je pense que dans sa tête, un process vient. Puis vient Hollywood qui lui montre, voici comment on fait des films qui ne sont pas Hollywood, qui ne sont pas le théâtre. Et qui vont trouver leur public. Et qui trouvent leur public parce que les gens... Des films de proximité. Voilà, ça vient des telenovelas jusqu'à Hollywood et ça vient jusqu'à la version de Melchi Obiang. Donc, et les téléfilms. À mon vouloir et beauté, je sais pas, c'est pas un summum de jeu ou de casting, tu vois, c'est très bateau en fait. C'est un créneau particulier qui est inspiré du style de la télévision. D'accord. Des Chanis, de Bohémé, etc., tout ce qu'on connaît. Et maintenant, là où je dis que moi, j'appelle ça... N'oublie pas la chute. Hein. Oui, j'appelle ça... C'est là ma chute. Je vais faire les gens. Le génie de Melchi Obiang, c'est en fait réussir à prendre cette technique-là, savoir prendre ces moyens de financement-là, savoir faire même du marketing à la locale, en fait, qui fait que le public se reconnaît. Bouche-oreille avant tout. Mais par exemple, quand il met quelqu'un au charbonnage avec l'affiche, la pancarte, etc., vous avez vu comment tout le monde en parle. Il est efficient. Il est très efficient. Pour moi, c'est quelqu'un... Alors, si je vais dans le sens des gens, ouais, il n'est pas talentueux, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le talent que vous ne lui donnez pas, comment il a maximisé ça et il en a fait un business model viable et rentable. Pour moi, il a créé un modèle économique gabonais. Arrêtons d'être trop élitiste, en fait, tu vois un peu, non? Quelqu'un a créé un modèle qui fonctionne 1 film, 2 films, 3 films, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. À un moment donné, c'est plus la chance. C'est qu'il a trouvé son public. On pourrait maintenant parler du grand Fernand aussi, les Pocos. Voilà, tu vois, mais pourquoi il n'y aurait pas Melchi et les David Boussou? Pourquoi c'est l'un ou l'autre? Pourquoi on ne veut pas du Melchi? Non, moi, il faut de tout. Il faut du Melchi. Je suis d'accord. Il faut du David Boussou. Il faut derrière du... comment il s'appelle Giovanni... Ejefil, qui fait Mermaid. Gros big up, hein. Il faut du Jérémy Choua, le chic, le choc, l'échec. Bien sûr. Il faut toute cette diversité-là. Parce que c'est ça qui fait qu'on a au moins les bases d'une industrie. Donc moi, pour moi,
ne tuons pas le bébé. Enfin, ne faisons pas le bébé avec le bidon. Il a créé quelque chose, mettons-le là, mais à côté, ajoutons, n'enlevons pas. C'est ça. Faisons l'addition, faisons comme les gars dans la rue. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été, je ne vais pas aussi mentir, j'ai bien chuté, non? Je n'ai pas été fan de ces films, mais le fait qu'autant de personnes le soient me pousse à respecter ce qu'il fait. Ouais. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. N'importe qui ne va pas se lever et obtenir le même résultat. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose forcément qu'il a compris et qu'il fait bien. Et à ce titre-là, son œuvre mérite le respect. Voilà. On ne va pas jouer les snobs parce que c'est vrai qu'on a grandi avec les films américains. Moi j'ai vu le film sur Canal. Vraiment, voilà. Ça n'a pas les standards. C'est un peu ça. Et quand tu vois dehors chez toi, ça ressemble chez aux Américains, il faut être cohérent. Mais je te dis, moi un jour, je me suis retrouvé là-bas et tout. C'est quelqu'un qui m'a entraîné là-bas. Quelqu'un? Ouais. Ok, d'accord. Non, tranquille. non, mais on n'est pas dans ce genre de détails. Et donc je pars. Et franchement, je te dis déjà la queue. C'est un truc de malade. C'est pas les trucs, c'est-à-dire que... Non, c'est clair. La queue, les gens sont là pour ça. Wow. Ils passent un vrai moment dans la salle, ils aiment ça. Tu vois. Et quand tu vois ça à un moment donné, tu te dis, tu vois, tu te remets en question. Tu vois Est-ce que c'est pas moi qui veux trop faire genre? Voilà, et tu te dis, mais waouh, mais le gars il est fort en fait. Bon, à ce moment, parce qu'il sait comment parler à son public, comment les mobiliser, comment les intéresser. Et une fois de plus, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. En 2014, toujours expérience vécue, je travaille avec Sinj Farello, Chazando. On sort les cieux interdits Prince à Camaillon. Donc vers septembre, un truc comme ça là. Et donc tous les mois, moi je suis un peu... J'essaie d'être précis dans ma façon de travailler. Donc je vais voir tous les films qui sortent au coma à cette époque-là. Il y avait un film de, comment il s'appelle, Eric Nguema, je pense, etc. Il y avait un film de Melchi. Il y avait beaucoup de films qui sortaient comme ça, etc. Et je suis allé voir. J'ai vu comment chacun remplissait. Je te promets, le truc de Melchi, c'était un truc de malade. 3 sessions dans la journée. Je pense une de 14 à 16h, de 14 à 17h, une de 17h. Tout ça sold out. C'était un truc de malade. Et comme il dit, regarde la queue. Et regarde comment quand les gens sortent. Non mais... L'émotion de quelqu'un, tu ne peux pas manquer de respect à l'émotion de quelqu'un. Tu regardes l'émotion des gens qui sortent. Oh, mais le film, j'ai aimé. J'ai dit, moi, je ne suis pas sensible. Mais franchement, je respecte celui qui crée ça chez les gens. Tu vois un peu, non? Et c'est là où j'ai commencé à respecter vraiment mes choses. Je pense que c'est parce que les personnes se relient à l'intention. Ils y voient vraiment une intention de les toucher avec une émotion particulière. Ils veulent nous parler. Ils veulent faire un truc qui fait sens avec nous. Ces films-là, je prends l'exemple par exemple de ma mère. Ma mère, bon, quand j'étais petit, peut-être qu'elle pouvait regarder des fois des trucs... européen ou américain. Mais ça fait des années que maintenant, tu ne peux pas la voir s'asseoir devant un film américain. Elle est sur Hollywood. Français. Elle est sur Hollywood parce que c'est les réalités de proximité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est vrai que c'est des trucs basiques et tout ça, mais ce sont les réalités. Ce qu'on vit tous les jours en Afrique. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui explique le succès de ces œuvres-là, où on n'essaie pas de jouer l'américain, où tout d'un coup on va te montrer qu'il y a des flingues dans le ghetto au Gabon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ça aussi, c'est vraiment un facteur qui explique le succès de ce type de cinéma, qui peut être jugé comme populaire, mais ce qui est populaire n'est pas... c'est-à-dire que je n'ai jamais regardé la culture populaire de... Je trouve que c'est une erreur de le faire. Et surtout, comme je dis, sincèrement, si des gens... Il y a aussi une chose, là maintenant je parle pour la corporation. Le nombre d'acteurs, d'actrices, de techniciens qui ont travaillé sous Melchi et qui ont appris à faire leur métier et qui derrière ont pu faire leur propre chose. Nous, on a eu la chance de travailler avec Michel Zwanck. Donc, c'est elle qu'on appelle la maman métisse des films de Melchi. C'est comme ça qu'on l'appelle la maman métisse des films de Melchi. Mais alors, moi, j'ai toujours vu cette femme, j'ai dit, je suis sûr que elle a... En fait, les gens n'arrivent pas à voir sa puissance, etc. Et avec Afrotopia, j'ai dit, non, mais... Elle a cassé l'écran, elle a bousillé l'écran. C'est pour te dire. Et elle, c'est l'école, par exemple, bon, je sais pas c'est lui qui l'a formé, mais en tout cas, elle a tourné énormément avec Melchi. Donc c'est pour dire qu'en fait, le fruit de ça, on en fait quelque chose. J'insiste, ne jetons pas bébé avec l'eau du bain. Tu vois un peu. Il y a des choses à en retirer, etc. Et surtout, Melchi Obiang doit faire partie de l'histoire du cinéma gabonais. Il en fait partie. Oui, parce que certains veulent souvent faire une sorte de... Bien sûr. Non, lui, non. Il en fait partie. Il en fait bien partie du côté snob là et tout ça. Non. Moi je dis toujours, si vous voulez être snob, le genre non, nous on est élitiste, n'oubliez pas quand vous finissez ça, sortez de chez vous, regardez un peu à gauche, à droite autour de chez vous. Est-ce que vous êtes genre élitiste même dans votre manière de vivre? Je ne pense pas. Revenons sur terre. C'est clair. Tu veux un peu, non? Pour revenir à Afrotopia, qui est quand même la raison principale de votre venue ici, quelle est l'anecdote la plus marquante du tournage, si vous en avez une?
Moi, je pense, sans hésiter, ainsi que je l'ai dit plus tôt, c'est ce moment où une scène, on se met à la réaliser. La scène se met à se réaliser d'elle-même, en ce sens que on devait tourner le matin, intempérie, on est obligé de décaler. En décalant, on arrive la nuit, donc on doit adapter la scène à la nuit. On n'a plus forcément d'éclairage que l'on peut de tirer jusque dans la forêt. Quelle est la source d'éclairage la plus naturelle à porter? Le feu. Une torche indigène arrive dans la scène. Il nous fallait une plume. J'ai demandé à un de mes assistants, nous n'en avons pas. Régis Divassa revient avec une plume parce qu'il a entendu, qu'apparemment cherchait une plume. Donc comme ça, les éléments se sont assemblés de sorte à ce que j'ai pu voir à nouveau ce qu'on appelle la magie du cinéma. C'est quand en fait le film, on voit qu'il a une vie propre et il se réalise sans qu'on ait plus besoin d'intervenir ou de diriger. Et chacun, à son niveau d'acteur ou de technicien, s'empare de la chose et vient ajouter un petit quelque chose. Et toi, en ce moment, en tant que réalisateur, il y a ce moment où tu dois accepter ça, non? Ah, mais là, je jubile. Là, je jubile. Et il faut être connecté pour savoir que c'est ce moment qui se passe. Là, je contemple, en fait. Là, je suis là. J'ai envie de dire, dans son idéal, limite, le réalisateur, il est là, il est comme ça. Il est spectateur. Il est spectateur. Il a posé tout le cadre pour que le film se fasse. Moi, je pense que c'était quand même le dernier jour. C'était tellement long. C'était tellement long. Et il y avait tellement de conditions. On était loin vers le Cap, il pleuvait. C'est parce qu'en fait, si tu veux, et ce jour, il y avait beaucoup d'acteurs différents. Donc, il y avait Marcel Sanja, il y avait Tissoirène Mambo, il y avait Michel Dao, il y avait Michel Zon. Vraiment beaucoup de personnes, une grosse partie du staff. Et la partie où on finit, on est au petit matin, un truc comme ça. Non, c'est... Je me dis, mais... Excusez le terme, mais je me dis, putain, mais on l'a fait en fait. We did it. Jour après jour après jour, sur 6-7 semaines, putain, on l'a fait. Et je vois David, mais ça ressemble à quelque chose de sérieux, non? C'est sérieux, non? Il dit, ouais, je dis, ok. On l'a fait, tu vois. C'est pour le côté symbolique de, comme il disait, commencer une chose, c'est bien. Rassembler les gens, c'est bien. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen. C'est clair. Non, mais c'est clair. C'est clair. Alors, pour finir, qu'est-ce qui est prévu après ces projections? Est-ce qu'il y a des festivals, des projections à l'étranger? Qu'est-ce qui est prévu pour Afrotopia après, il y a déjà eu des invitations. Voilà. Alors, je suis invité à le projeter dans l'État du Colorado, aux États-Unis. Wow, okay. Ça se passera peut-être 3 ou 4 jours après la dernière date à l'Institut français. Ouais. C'est dans un cadre dans lequel ils veulent mettre en valeur la pensée décoloniale. Aux États-Unis, s'intéressent à la pensée décoloniale dans la perspective de la promotion des cultures indigènes, notamment les cultures amérindiennes, qui sont des cultures en lien avec le territoire. Et c'est quand même des peuples qui ont été décimés. Et c'est intéressant de voir, de leur point de vue, un film qui est la traduction et la valorisation d'une connexion avec une culture qui, mine de rien, est encore là. Ouais. Que ce soit chez les communautés dites pygmées, je ne les appelle pas pygmées parce qu'elles ont des noms par lesquels elles se désignent. Babongo, entre autres. Et Bantou, il y a toujours cette connexion à la forêt, il y a toujours de la forêt. Et du coup, ils voulaient voir le film dans ce cadre-là. Et pour la petite anecdote, l'État du Colorado est le seul État dans lequel aux États-Unis, l'ibogaïne est légalisée. Wow. Il y a eu une conférence les pour soigner les syndromes post-traumatiques des vétérans de guerre. Bon, pas que des vétérans de guerre, mais entre autres, les addictions, les maladies neurodégénératives. D'ailleurs, il y a eu la semaine dernière à Aspen une conférence sur l'iboga à laquelle a pris part l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis avec des acteurs de la société civile, notamment l'association Maranga Manzambe qui réunit des Nganga de la branche Misoko, l'ONG Blessing of the Forest. Donc il y a un intérêt pour l'iboga. Et donc moi je me rendrai non pas dans la ville d'Aspen où cela s'est passé, mais dans la ville de Boulder. Mais c'est dans le même état, parce qu'ils veulent aussi en savoir plus justement sur
la culture de façon générale qu'il y a autour de l'Iboga. Et il y a également une ville dans laquelle le film est invité à être diffusé, c'est la ville d'Auroville en Inde, qui est une ville en fait... comment dire, voilà, c'est une ville pilote qui a été créée dans les années 70 où des personnes ont voulu recréer un nouveau modèle de ville autour de nouvelles valeurs de solidarité et de spiritualité. Et je trouve d'autant plus intéressant d'être invité là-bas que le film, il est le prolongement, comme je disais tantôt, de beaucoup d'autres choses ou le complément de beaucoup d'autres choses. Notamment, il y a cet espace culturel que mon frère a créé, Ndossi Village, près d'Akanda, qui est une sorte de... qui n'est pas une sorte, qui est un centre culturel contemporain dans lequel on essaye de valoriser nos traditions, mais en les remettant au goût du jour, par exemple en faisant de la musique traditionnelle fusionnée avec des instruments modernes. Et je trouve intéressant parce que l'idée de Ndossi Village, c'est pas la dimension d'Auroville, qui est une ville, mais... dans son principe, l'essence est la même, c'est repenser en fait notre modèle de société et d'essayer de l'exprimer par la culture. Donc, il y aura ces pays-là. Plus de qui nous sommes vraiment, exactement. Et il y a également le musée des civilisations noires à Dakar début l'année prochaine. D'accord, très bien. Et ce qui est marrant, c'est vraiment l'approche du monde anglo-saxon sur Afrotopia qui, moi, ça continue de m'interpeller en fait. Alors, les nous là, les francophones là, bon, on se connaît, on sait un peu ce qu'on aime. C'est pas surprenant, on va dire juste ce qu'on aime. Mais n'étant pas anglo-saxon, moi c'est au Ghana d'abord quand on l'a diffusé, quand j'ai eu le retour des Américains, d'ailleurs ils connaissent rien même à l'Afrique, enfin en tout cas l'Afrique centrale. Et par exemple l'Iboga dont ils parlent, ils voient ça vraiment... Idriss parlait de Black Panther, comme la plante de Black Panther, c'est vraiment, pour eux c'est quelque chose d'incroyable. Nous on voit ça comme mon Iboga, mon Iboga, non, c'est autre chose, c'est vraiment quelque chose de très précieux, tu vois un peu, non? Pareil, le rapport quand on parle d'Afrotopia à la terre, alors quand tu parles à un noir américain de posséder la terre, 40 acres and a mule, tu vois que ça fait écho en fait avec leur parcours, tu vois un peu, non? Et tout ça, moi, de base, moi je savais pas... Pas que je savais pas que ça allait connecter comme ça, mais moi je suis impatient de voir comment ça va être reçu dans le monde perçu francophone, par eux, mais encore plus curieux de voir comment ça va être perçu par le monde anglophone. Et le film sera doublé ou bien sous-titré? Ah, mais là ça dépendra de la vie du film et des opportunités qui se présentent. Les Américains nous disent non, ne doublez pas, gardez ça en sous-titré. Il y a un truc, tu vois, original, etc. Mais déjà, le lancement, en tout cas, ce seront ces deux avant-premières, le 27 et le 29 novembre. D'accord. Je pense que, selon la qualité de la projection, il y a aussi matière à envoyer un signal, justement, d'adhésion du public gabonais. Est-ce qu'on peut faire un peu de marketing à cette histoire? C'est le moment de donner quelques arguments. Pourquoi est-ce que les gens devraient aller voir Afrotopia? Honnêtement. Tu veux commencer? Je vais faire plus court parce que je sais que derrière le réalisateur, pendant ce temps, il est en train de charger tout le greenback, tu vois un peu. Non, mais sincèrement, Afrotopia, c'est un film fait par des Gabonais, des Africains, du local et pour le local. C'est un film où on va se retrouver et c'est important, comme disait David, d'envoyer un message que non, nous-mêmes d'abord, voici comment on considère notre chose. Voici comment on aime notre chose et voici comment on reçoit notre chose. Et c'est vraiment pour moi... Ces deux premières dates-là, envoyons un message, si possible qu'on encapsule bien et qu'on dise voici comment nous déjà ici on reçoit le film. Est-ce que c'est pas le point de départ, le départ de la fusée pour aller le plus loin possible? Si notre pays nous donne la force, qu'est-ce qui nous retient? On est toujours plus fort à l'étranger. Dieu vit ici, si Dieu est avec nous, qui va être contre nous? Bassé. Toujours. D'accord, David? Alors, pour aller du simple au compliqué, tout a changé. Je dirais déjà, nous n'avons pas mille et une activités familiales que nous offre notre contexte. Là, nous avons un événement cinématographique. Il faut aussi le voir comme un événement cinématographique. C'est l'occasion, en famille, d'aller voir du travail gabonais de qualité. C'est un père qui peut tirer, ou une mère qui peut tirer ses enfants, sa famille. Allons au cinéma, allons voir des acteurs gabonais, de la musique gabonaise, une histoire proprement gabonaise.
Financement gabonais. Financement gabonais aux standards internationaux. Ça, c'est une chose. Aller passer un bon moment et aussi se changer les idées. Tout simplement. Je pense que c'est un voyage. Honnêtement, Afrotopia, ce n'est pas simplement un film, c'est un voyage qui nous mène à l'intérieur du pays et qui nous invite à nous reconnecter avec nos racines. C'est un retour aux sources. Et enfin, je dirais que venez aux projections, c'est toujours bien d'être là quand on attache le paquet, parce que c'est un moment de communion, vous savez, un moment de communion des personnes qui aiment ensemble au même moment quelque chose, c'est aussi des prières. Voilà. Cette avant-première est une prière. Voilà, elle est une prière. Et c'est le souhait que le Gabon rayonne, tout simplement. Et enfin, très humblement, venez voir un monument gabonais. Venez voir un monument gabonais, un édifice, c'est-à-dire des Gabonais ont essayé de construire un monument culturel. Voilà. Je le dis vraiment sans excès d'orgueil ni fausse modestie. Je pense que des personnes se sont concentrées, ont mis une intelligence, un savoir-faire, et se sont donné du mal pour que, en le voyant, vous vous disiez « Ah oui, vraiment, on a des choses à valoriser. » C'est important que le Gabonais soit de nouveau fier de ces choses. C'est très important. J'espère qu'on peut Tout ce qui peut contribuer à donner de la fierté aux Gabonais est bienvenu, bien sûr. On va vous remercier d'être venu sur le Crossover Podcast. Et avant de partir, on va faire, chacun va faire une playlist de 5 chansons. 5 chansons. Ben ouais. Wow. 5 films ou 5 chansons? Ça dépend. 5 films ou 5 chansons? Moi, je préfère 5 chansons. Toi, 5 chansons. Toi, tu choisis quoi? 5 films? 5 chansons. Ah, on peut pas faire les deux? On peut mixer livres, chansons et films. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant que c'est pas pour les trucs pour adultes. Alors, je ne vais donc pas vous parler des ouvrages que je partage avec Nick, qui est très bien informé, semble-t-il, de mes lectures. Déjà, je vous invite à lire le livre Afrotopia. Il y a un livre qui s'intitule Afrotopia. Je me suis inspiré du titre de Felwine Sarr. C'est un ouvrage, un essai... Felwine Sarr, un penseur et philosophe et économiste sénégalais qui parle, selon lui, d'une utopie africaine, qui parle de décolonisation des esprits. Afrotopia. Je vous invite également à lire Le Dieu perdu dans l'herbe. C'est l'histoire, c'est écrit par un philosophe d'origine camerounaise, élevé chez les jésuites, qui à un certain âge se reconnecte à ses racines africaines. Et ça donne une certaine idée de la philosophie africaine et de sa connexion avec la nature. Lisez L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Voilà. Afrotopia, Le Dieu perdu dans l'herbe de Gaston-Paul Effra. L'aventure ambiguë. Et pour le reste, Afrotopia de David Boussou. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que une chanson. Malembe. Écoutez, la chanson, le tube du moment, vous allez le découvrir en venant voir Afrotopia. Je vous promets que c'est vrai. Un son de Seba. Dédicace à Seba. Dédicace à Seba. Gros dédicace à Seba. Parce que les personnes qui ont vu le film me disent « Mais envoie-moi cette musique de Seba qu'on voit. » Je dis « Non, là, je peux pas. Venez voir Afrotopia. » Il y aura un soundtrack. Nous allons travailler en ce sens. Ok. D'accord. Allez écouter le morceau de Seba dans Afrotopia. Dédicace à Seba. Nickel. Bon, je vais essayer de mixer un peu comme lui, parce que vous savez que les Gabonais, nous, on est des copieurs. Il paraît. Non, première chose, déjà, moi, je partirai d'un son. Et David saura pourquoi. Je partirai d'un son de Tito Prince qui s'appelle Le jour de ma personne. Combien de temps tu comptes dormir? C'est la question que je me suis posée. Cette phrase-là, je sais pas pourquoi. Tito Prince a été aussi quelqu'un qui nous a beaucoup... Enfin, dans nos playlists. Première chose. Deuxième son, alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire, mais parce que quand tu m'as dit ça, c'est le premier truc qui m'est venu. C'est Clips, Virginia.
Enfant Virginia. Je sais pas pourquoi, mais dès que tu m'as posé la question, c'est Clips de Virginia qui m'est venu. Donc je m'écris. Premier album Lord Williams. Ah oui, vraiment. Fire. Clips. Ouais, c'est clair. Voilà. Le troisième son, j'encourage tout le monde à aller l'écouter. C'est le son de l'homme à côté de moi qui s'appelle Enfant dehors. Big Les stats XXL, sincèrement. Il n'y a pas le zoom assez puissant pour voir mes frissons là. Ah ouais. Jusqu'à. Ah, c'est là? Voilà, les frissons. Quand c'est comme ça, il n'a pas que des frissons, il a autre chose. Mais... Oh là là, ne dis pas tout en public, ne dis pas tout en public. Non, sincèrement, si vous voulez savoir que des artistes gabonais écrivez, écoutez les stats Enfants de dehors et surtout le storytelling. On sait écrire des histoires et on sait chanter ces histoires. Et c'est une histoire propre au Gabon, un peu comme Afrotopia. C'est pour ça que je pense à ce son-là. Une histoire XXL. XXL. Tu fais pas des médias ou la formule. Tu n'es pas réalisateur par hasard. Le quatrième son. Non, c'est pas un quatrième son. Moi, c'est maintenant la lecture. Une lecture et un film. La lecture, bon, écoutez, franchement, je suis pas original. Mvet, l'homme, la mort, l'immortalité de Tirano Nutu. C'est le livre qui, pour moi, a été... Bien sûr. Ça a changé ma manière de percevoir, justement... Livre que je cherche, que je n'ai toujours pas trouvé. Pardon, si quelqu'un peut trouver ça... Bon, le message est passé. Voilà. J'ai même voulu en voler à mon père pour donner à David, mais... Non, on ne fait pas ça. Qui vole au père pour donner au frère. Tu vois, on ne fait pas ça. Et si je dois finir avec un dernier son... Ah non, un dernier film alors. Un dernier film. Si je ne devais sortir qu'un seul film, je dirais... Je veux rendre hommage à mon... Quelqu'un qui m'a donné une bénédiction de son vivant, Philippe Maury, La Cage. Philippe Maury, La Cage. Parce que, en fait, c'est un film que j'ai suivi très tard, en 2014. Mais je le connaissais déjà d'ailleurs. Et en fait, il parle de la cage. Et à un moment, j'ai honte. Je n'ai pas suivi le film. Tu vois, venant. Donc, je sens que. Je dis oui, papa. Mais je ne connais pas le film. Et je vais voir. Et j'ai eu honte. Pourquoi? Parce que. Comment en 1950, 60, etc., fin 50-60, quelqu'un fait un film aussi fort techniquement qui parle de thématiques sur justement les mystères de nos forêts et comment il n'y a pas eu assez d'enfantement de la cage. Alors, papa Philippe Maury et toute la famille Maury encore, vraiment merci pour tout ce que tu as fait pour le cinéma gabonais. Sans toi, on ne serait pas là. Et personnellement, sans toi, je ne pense pas que je verrais le cinéma gabonais autant comme une mission. Donc encore une fois, paix à son âme. Et j'encourage tout le monde à aller suivre La Cage et à faire vivre la mémoire, les œuvres de Philippe Maury. Parce que si on fait vivre les anciens, c'est nous aujourd'hui qui sommes là, qui vivons aussi. Bassé. Good. Bassé. XXL. On vous a donné la chose ou quoi? Ouais, non. Alors, une playlist de là à là. Une de mes chansons préférées. C'est Donguila de Pierre Rondo, Marie Nebalé. Vraiment, c'est une de mes chansons gabonaises favorites. Après, je dirais Ralo de Pierre Claver à Kenenge. C'est pas grave. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Ralo de Pierre Claver à Kenenge. Vraiment, une de mes chansons favorites aussi. Très innovante pour l'époque. Quand on parlait de Sambre tout à l'heure, tu aurais l'impression que tu entendrais un noir américain des années 70 chanter dessus. Et il chante dessus en omienne de manière tout à fait remarquable. Voilà, mais façon ça a Kenenge après. Alors une chanson du premier album de Mauvaise Haleine, featuring un monsieur jamaïcain qui s'appelle Anthony Gossi, qui était de passage au Gabon chez monsieur Stoel Dipakouet en séjour. À l'époque, on enregistrait chez lui. Avec nous, il y avait Siap aussi à cette époque-là aussi, nos grands. C'est Rectificace. Donc voilà. C'est une chanson très très intéressante, je vous la recommande. Le texte est vraiment hyper bien écrit et il parle justement des falsifications, des écrits bibliques et tout ça, machin. Donc voilà. Rectificace, Mauvaise Haleine, vous devriez aller l'écouter. Très très, vraiment très bien écrit de la part des deux protagonistes. Arrête. Donc, voilà, après je dirais Vico Secondo, le Tandima, parce qu'on parlait du singe fou tout à l'heure. Vraiment Vico Secondo. Moi, c'est les basses. Chez Vicos, les basses sont vraiment... c'est central.
une avance incroyable qu'il avait. Tandima. Et je terminerai sans doute par... Mayo de Tomita. Ah, tu es dans le thème. Voilà, exactement. Donc j'essaie de rester un peu dans le thème, façon, à ma façon. Donc voilà, c'était ma playlist du jour. Version bleue, always. And last but not least... Ben moi on a débattu tout à l'heure sur les samples, ouais. le bloc du son. Oui. Voilà, donc la team bloc du son, j'ai un sample pour vous encore. Okay. Le sample s'appelle What's Your Name de The Moment. Le groupe c'est The Moment. Et la playlist sera basée autour de ce sample-là. Okay. Et le premier titre c'est Il n'est jamais trop tard de Akhenaton. Okay. Dans l'album Soul Invictus. Ok. Voilà. Ensuite, on a Jay-Z, l'album Dynasty. Donc, You, Me, Him and Her. Toujours avec le même sample. Après, nous avons French Montana, Alpac, donc Them Girls. Ensuite, c'est Andre de The Regiment, Finite, Kev Brown. Et en dernier, My Crib de Mac White. Donc, ce sont les cinq artistes que j'ai choisis avec le sample de What's Your Name pour le bloc du son. Ok. J'ai failli partir en oubliant d'offrir le cadeau. Comment envoyer justement le bloc du son. Le bloc du son. Alors, on fait le bloc avec mon type Dr. Scolzy sur Instagram. Dr. Scolzy. Et en fait, Dr. Scolzy... Oh, ne crie pas encore. Ok, alors. Il a envoyé... Dr. Scolzy, d'abord, juste pour préciser, pour faire le contexte, c'est mon grand, en fait, à qui j'ai grandi en France. Il a toujours aimé la musique. Il a peut-être 1500 CD, plus de quasiment 1000 vinyles. Ouais, il m'a montré. Il a une collection de Je peux prendre les notes, là, parce qu'il m'a dit, chaque album, c'est pour quelqu'un. Donc, je vais essayer de respecter. Hein. Alors, Raekwon. Only Built for... The Purple Tape. L'un des plus gros classiques de l'histoire du hip-hop. Il n'y a rien à dire. Je commence par ceux qui ne sont pas là. Ça, c'est pour Luman. Lou Diamond et Tony Storm. Luman est dehors. Ah, il est dehors. Il est juste là. Il est dehors. Il a dit cet album-là, c'est parce que Raekwon, c'est le cousin de Def Squad. Il a dit c'est pour ça que je lui envoie ça. Ok, on continue. En tout cas, on sait que c'est New York. Hein, c'est New York, là, c'est pas LA. Hein. Wilfried est dehors aussi. Ouais, Wilfried est dehors. Celui-là, c'est le plus important. Wayne Wonder. Ok. Wayne Wonder. Ouais. Don't let him go. No holding back. Ouais. Alors, il a dit, parce que celui-là, il imagine en fait Wilfried en train de l'écouter. Écoutez Friend Like Mine avec son petit polo rose Lacoste. C'est vraiment ce qu'il a dit. Hein, un jour, Lacoste va le sponsoriser. Oui, ça va arriver. One day. Bon. QB. Non, Franck. Ok. Oula. Donc, Janet. Pour, je sais pourquoi. Alors pourquoi. Dis pourquoi. Il a dit tu devrais savoir pourquoi. Parce que il y a Together Again. Et non, il n'y a pas Together Again dans cet album. En fait, je crois que c'était en rapport avec le remix de Together Again de DJ Premier qu'il a pensé à ça. Alors, il m'a dit en fait, c'est parce que c'est pour Jam et Lewis, les producteurs. Oui, Jimmy Jam et Terry Lewis aussi, ouais. Tu les aimes beaucoup. Ouais, et ils ont toujours produit les albums de Janet. Exactement. Merci beaucoup. Alors, pour QB, très bon album. Je te dis, pour QB, il y a Didi Bridgewater. Ok. Parce que la mère de China. Yes, si. Voilà. C'est bon, c'est dans la boîte. Les gars sont forts. Voilà. Wow. Et on finit avec... Ça faisait longtemps que j'avais pas touché un CD comme ça. Hein. XXL, mon grand frère. Rémima. Of course. Parce qu'il a dit... Yeah. Excuse-moi, Rémima. Yeah. Parce qu'en fait, ça lui rappelle Smack DVD versus Lady Luck. Okay. Ah, Lady Luck. Ok, d'accord. Voilà. La fameuse battle. Voilà. Ouais. C'est bon, c'est... Rémima. Merci franchement. Merci beaucoup, Dr. Scolzy, Bloc du son. Sur Instagram, la page, le bloc. Vous savez, moi je savais même pas qu'il y avait des cadeaux alors que j'ai fait un spécial. J'ai fait un truc spécial. Attendez les... Non, nous aussi on a des cadeaux à offrir. S'il vous plaît. C'est faux. Idriss, fais quelque chose. On peut pas. Fais quelque chose. Vas-y, fais un geste là. Pour les deux, fais un geste pour les deux.
Je remets les CD à qui là? Qui est... Pose là. Ah, ok. Ils sont là. On voit. On voit. Tac. On voit. Vous étiez à 2 doigts de voir Idriss. Voilà. À l'écran. Vous étiez à 2 doigts. Voilà. Écoutez, on a ça à offrir. Mais écoute, merci. Hein. Voilà. Et pour David. Oh, bah c'est gentil. Je vous représenterai, je porterai ça à Ndossi Village. Ou à Boulder. Ou à Boulder. Directement Colorado. Ouais, ce serait Tu vois un peu, non? Écoutez. Donc voilà, franchement, merci les gars. Ça fait plaisir. Merci au Dr. Scholzy. Merci les gars. Le Crossover Podcast. Yes. Merci spécial l'équipe. Afrotopia, David Merci Boussou l'équipe. et Nick est là. 27 et 29 de novembre. Institut français. Il reste des places pour le 29 à l'heure où on parle. À l'heure où on parle, il reste des places Au pour le moment où 29. vous allez regarder ça, je ne suis pas sûr. On ne sait, vraiment. Allez sur la page de l'Institut français et demandez qu'on ajoute encore des projections. Tout est possible. Voilà. S'il n'y a plus de place à harceler l'Institut Il y en a français encore. pour une projection supplémentaire. Ok. Merci à tous. C'est bon. Ciao. Afrotopia. Merci. Ciao. Big up.